Comme un Sims dont on supprime la sauvegarde, en fait, je repars de zéro et je réapprends à savoir qui je suis réellement. Je m'étais dit, je me laisse 1 an pour réussir. Le meilleur mois que j'ai fait avec Twitch en termes d'argent, j'avais gagné 1 300 €. Moi, je sais que je suis la première. Tu vois ce que je veux dire dans ma mentalité? T'as plein de personnes qui disent ouais mais de toute façon c'est beaucoup plus facile de percer quand t'es une femme. Les gens vont te donner plus d'attention, les gens vont être plus captivés, vont plus te laisser de chance. Et en France, si tu devais choisir genre un streamer ou une streameuse que tu kiffes de ouf. Moi je pense à Squeezie en vrai, hein. Je sais ce qui fait réagir, je sais ce qui fait parler. Tous les clips que je choisis de mettre en avant, c'est très bien. Même quand je me fais insulter, je sais très bien que je me fais insulter parce que c'était l'attente derrière. Tu pourrais quand même vivre sans les réseaux pendant 1 an. Je n'utilise même plus les réseaux sociaux. Mon but dans la vie c'est juste de recréer mes rêves d'enfant en fait, c'est tout. Donc après le reste ça m'importe peu quoi. Aujourd'hui dans Creators, on reçoit une créatrice qui a explosé sur Twitch avec une communauté ultra fidèle et une personnalité d'exception. Entre gaming, humour, anecdotes et débats, Lola, aka Louloutik, nous fait toujours des lives de folie. Bienvenue à toi Lola. Merci sur beaucoup Creators. Harold. Merci beaucoup pour du cette coup j'ai Lola ou Louloutik qui est avec du coup moi. là je pense que t'as Lola. On en a parlé juste un petit peu avant. Je pense qu'il faut faire une distinction entre un petit peu notre brand image, notre image de marque, parce que quand t'es sur les réseaux, tu vends pas simplement qui tu es, tu vends une version de toi optimisée qui va permettre de toucher le plus de gens. Et moi j'aime bien créer une distinction déjà par protection émotionnelle pour pas être touchée des critiques que reçoit Louloutik parce qu'elles n'ont rien à voir avec qui est Lola. Pour moi Louloutik c'est un fragment de réalité. Parce que les gens, ils ont que quelques secondes pour connaître en fait ma personne, mais c'est pas mon intégralité quoi. Donc pour moi, je distingue les deux pour déjà ma santé mentale entre guillemets et aussi pour le travail parce que le travail c'est pas qu'une question de passion, souvent c'est de la rigueur. Parfois je me réveille le matin, j'ai pas envie de stream, j'ai pas envie de faire des vidéos, mais je sais que Louloutik elle doit le faire parce que c'est son travail. Donc ça me permet aussi de garder un certain rythme aussi. Et d'ailleurs, c'est la première question que je pose toujours, mais qui est totalement en lien avec ça, c'est indépendamment donc du coup des caméras, des live Twitch, etc. C'est qui la vraie Lola finalement, si tu sors du spectre Louloutik? Bah, je considère, en fait, moi, mon travail, mon rêve dans la vie, c'était d'avoir un travail qui me demandait le moins d'efforts possible. Donc, je m'étais dit, sur les réseaux sociaux, j'ai envie que ma force, que ma plus-value, ce soit l'authenticité, justement. Que j'ai pas à faire d'efforts à jouer un personnage, que j'ai pas à faire d'efforts de devoir tenir une image qui me correspond pas. Donc, je considère que Lola est Louloutik, mais Louloutik est une autre version de Lola. Une version touchable, une version visible, mais pas forcément la version de tous les jours. Mais c'est une extension, c'est une extension de toi, mais dans son personnage qui est le travail. Et je pense que toutes les célébrités, elles ont toujours un alter ego, que ce soit Beyoncé, Lady Gaga, tout le monde parle en fait d'une autre personne. Parce que moi, j'étais un peu timide de base. Et d'avoir créé Louloutik, c'était aussi une manière d'incarner une version de moi que je voulais être. Donc c'est pour ça que je le vois un peu comme un alter ego, mais qui fait partie entièrement de ma personne. Et tu dis que t'es timide, mais c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer, parce que sur les lives, tu pars tellement en sucette et j'adore, mais t'as raison, c'est Louloutik. Et en même temps, tu dis que c'est vraiment toi, donc j'imagine qu'il y a eu un avant-après, t'étais timide et plus maintenant. Est-ce que si on revient un tout petit peu sur ta jeunesse, c'était quoi un peu ton parcours, tes études? Est-ce que tu étais bonne élève ou pas? Est-ce que tu étais timide ou non? Du coup, j'ai commencé par la timidité. Moi, j'étais très très timide parce que je voyais la vie comme un jeu. Je sais pas si tu connais ce terme, je pense pas, c'est auto-game. C'est des jeux un peu comme Amour sucré. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît ici dans la régie. Ou en mode, c'est un jeu où tu dois choisir toujours le bon dialogue pour avoir des connexions avec les personnages. Ah si, bien sûr, tu fais des choix dans Voilà, c'est ça. Et moi, j'imaginais la vie comme ça parce que j'arrivais jamais, j'étais un peu une people pleaser, tu sais, je voulais toujours être la personne qu'on adore, sauf que, comme pour citer Kanye West, qui n'est pas la meilleure personne à citer, mais la vie n'est pas un test en fait. On ne doit pas choisir la bonne réponse, on doit choisir la réponse qu'on a. Et pendant longtemps, j'avais peur d'être bizarre ou d'être perçue comme outcast ou marginale, que j'imaginais tout comme ok, cette personne elle veut que je dise ça, donc c'était une sorte de timidité, pas où j'étais forcément dans mon coin comme ça, tout seul dans le noir, mais plutôt dans le sens où j'arrivais pas à exprimer qui j'étais. Puis en grandissant, j'ai adopté, je peux être vulgaire ou pas? J'ai adopté, il y a la mentalité Kaizen de Inox et moi j'ai inventé la mentalité nique sa mère. Où je me suis dit en vrai nique sa mère. Genre là si j'ai envie de faire une roue, je fais une roue. Si j'ai envie de chanter dans la rue, je chante dans la rue parce que ça va rien changer et ça va juste me libérer moi. Donc je dirais que la timidité elle part de là et que les réseaux ça m'a aidé en plus à sortir. Parce que tu t'humilies en fait sur les réseaux quelque part. Il y a tout le monde qui te voit, il y a tout le monde qui peut se moquer de toi. Mais moi je pars du principe que quand on a peur de quelque chose, si on l'affronte en face, on se rend compte qu'il est beaucoup moins terrible que la vision qu'on s'était imaginé celui-ci. On a peur d'un chien quand on le voit de loin, mais quand il est devant, on se dit en fait c'est juste un chien quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Et je me demande juste une chose, est-ce que tu es encore dans la démarche de te dire, je mentionne cet état d'esprit, moi c'est le je m'en bats l'égoïsme qui est l'équivalence du tien, de se dire on s'en fout du regard des gens, parce que je pense que c'est la chose qui bride la croissance personnelle, professionnelle de n'importe quelle personne, c'est d'être impacté par le regard des gens. Est-ce que tu es encore dans la phase où tu t'essayes d'intégrer ce principe en te le disant, mais t'as quand même, en faisant, tu vois, un chant dans la rue, t'as encore cette gênance quand même. Est-ce que c'est un travail encore à faire? Non.
Non, maintenant tu Non, t'en bats maintenant vraiment vraiment, les... je m'en bats vraiment les couilles Ok. parce que sur les réseaux, j'ai mis des trucs de ouf sur les réseaux où Ouais. vraiment je fais des trucs que les gens pourraient dire ah mais c'est gênant, tu t'affiches, machin. Et pour moi, c'était un exercice pour justement combattre cette gêne. Parce que cette gêne, elle vient de moi. Donc il y a que en me regardant moi dans les yeux que j'accepte aussi de la combattre. Donc aujourd'hui, non, vraiment, je m'en fous. Ok. Je me dis, c'est moi. Je me dis, moi, je veux que les gens, quand ils regardent mon contenu, comme moi, j'ai pu regarder du contenu quand j'étais jeune, qu'ils se disent, moi aussi, j'ai envie d'être libérée, moi aussi, j'ai envie d'être moi-même, et moi aussi, j'en ai marre de devoir vivre comme ça. Et si je me dis que je me considère comme une artiste, et tout artiste doit se sacrifier quelque part pour faire passer son message, donc moi, au contraire, je dois être à 100% dans cette énergie pour pouvoir aider les gens aussi à se démêler un petit peu. Et tu disais que t'étais un peu perçue comme bizarre Ouais. pendant une période de ta vie. Dans ma vie. Ouais. Mais t'en as fait une force, parce que je sais que Ouais. dans certains lives, t'en as parlé, de dire Ouais. qu'en fait, c'était justement dans les différenciations et dans la Ouais. bizarritude des gens que t'arrives à sortir du lot. Comment tu perçois ton côté bizarre? Est-ce que c'est devenu une force ou pas pour toi? Ouais, bah je sais que quand j'étais jeune, par exemple, quand j'étais au lycée, moi j'étais dans un... Bon, je pourrais pas te dire le lycée où je suis, je vais te le dire dans l'oreille, peut-être que tu le connais. Je peux te le dire Vas-y. maintenant dans l'oreille? Ouais, bien sûr. Voilà, les gens se prenaient vraiment dans Gossip Girl, étaient très très méchants, l'harcèlement était vraiment quelque chose de commun et courant. Et bah les gens ils disaient, Lola c'est dommage, c'est du gâchis, genre elle est belle mais elle est bizarre. Et genre tout le monde me disait ça, en mode c'est mieux que je parle pas, enfin on me disait ouais, enfin t'es mieux quand tu fermes ta bouche et tout, nanana. Et moi j'étais en mode ok. Et quand t'es adolescent, quand t'as 16 ans et que t'as pas confiance en toi, en plus quand t'es une femme, enfin toutes les attentes qu'il y a autour, bah je l'ai vraiment pris premier degré, donc j'étais vraiment en mode je ne parle pas, comme ça au moins les gens ils m'aiment et comme ça je gâche pas entre guillemets la beauté qu'on me... Parce que je me disais ah bon au moins ils me trouvent belle, tu vois, j'ai au moins un truc à gagner quoi. Mais attends, c'était quoi la question déjà? La question c'était à quel point la oui. côté Et même quand j'étais en école de commerce, il y avait beaucoup de gens qui se moquaient de moi aussi en disant que j'étais bizarre, machin. Mais puis en fait moi dans ma période où j'ai vraiment réfléchi sur moi, je suis allée chercher toutes mes idoles un petit peu. Pas forcément idoles parce que je considère pas avoir des idoles pour des gens, mais plutôt des gens que j'aime, genre Michael Jackson, Marilyn Monroe, des gens qui ont eu cette énergie-là. Et quand tu regardes un petit peu leur biographie, tu te rends compte que eux aussi ils étaient considérés comme bizarres, que eux aussi ils ont été rejetés pour ça, eux aussi ils ont eu des échecs en fait au début de leur carrière, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont qui ils sont. Et d'avoir en fait le patrimoine un petit peu historique de ces personnes-là, ça m'a permis de me dire bah non en fait si les gens ils te trouvent bizarre, c'est juste que t'es dans la mauvaise pièce, pas dans le mauvais pays. Tu peux trouver un autre endroit avec qui tu vas raisonner avec des gens qui vont te retrouver. Et depuis que je suis sur les réseaux, je me rends compte que bah non, les gens ils aiment ce côté bizarre et que j'étais sûrement juste entourée de personnes qui rejetaient aussi ça chez moi quoi. Enfin, l'entourage fait beaucoup quand même. Et depuis, avant que tu m'expliques comment t'es arrivé sur Twitch et sur les réseaux, est-ce que t'as encore des amis du passé et notamment de ton lycée, donc voilà, avec qui t'es encore en contact? Oui, mais très peu, Ok. parce que quand tu te lances sur les réseaux, c'est plus Lola qui réussit, c'est l'outil qui devient un support de jalousie parce que je peux représenter et la réussite et l'accomplissement, alors que les gens ne voient pas le travail derrière. Donc j'ai perdu beaucoup d'amis depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, mais j'en ai gardé, je pense, 2 de mon lycée, enfin 2 ou 3 quoi, sur une dizaine de personnes. Est-ce que tu as réussi à te faire de nouveaux amis? Et je te parle pas de copains, mais vraiment d'amitié, tu vois. Non, parce que moi j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Je pense que vu que t'es Gémeaux aussi, on doit se comprendre sur ça. On aime parler avec tout le monde, être ami avec tout type de personnes. Mais plus je grandis et plus je me rends compte que l'importance d'être ami avec des gens qui te connaissent réellement plutôt que le côté fun. Donc je dirais que ça fait longtemps que je me suis pas fait d'amis, mais je me suis fait des amis par le biais d'internet, par le biais d'autres créateurs. Même je considère mes abonnés comme mes amis en vrai. Tu penses que tu peux avoir une relation, enfin une amitié aussi puissante, irréelle, qu'en digital? Non. Moi, c'était aussi le truc où je me disais, j'ai toujours voulu être une star. Mais j'ai jamais voulu être une star des réseaux parce que je trouve que sur le digital, il y a le côté où il y a une distance. Pour moi, l'aura, c'est aussi une question d'énergie, le regard qu'on va se partager, la manière dont on va se parler, ma fréquence dans une pièce. Et c'est quelque chose qui est bloqué par le digital. Donc, je trouve que ça, c'est chiant. Moi, j'aurais voulu être, je sais pas, une star de cabaret, de théâtre, de faire des spectacles, d'être connue, rappeuse, d'être connue dans la vraie vie, quoi. Donc, je pense que non, le digital, ça permet pas d'avoir l'entièreté de la personne dans son enveloppe émotionnelle. Et tu parles vachement d'émotions, de vibrations, etc. Ouais. Est-ce que t'es très porté par ça, par le côté, je sais plus le terme, tu sais, spirituel? Ouais. Bah, je dirais que oui, moi je me considère comme déiste. Je sais pas si tu connais la définition. Oui, ça veut dire que tu tu crois en un dieu, en une entité supérieure, mais sans forcément t'affilier à une religion. Okay. Ça veut dire que moi, j'ai beaucoup étudié et le christianisme, et la Torah, et l'islam, et le bouddhisme, pour un peu recueillir ma propre spiritualité autour
de tout ça. Donc oui, je dirais, puis pour reprendre Nikola Tesla, nous ne sommes que énergie et fréquence. Et quand on commence à vraiment étudier un peu la métaphysique et le lien entre qui nous sommes, notre corps, notre environnement, on ne peut que y croire à mes yeux. Mais donc ça veut dire que l'astrologie, t'y crois? Non, je dirais pas que j'y crois, je dirais que je l'aime bien, c'est une thématique que j'aime bien accompagner en plus de certains récits, mais c'est pas mode ah t'es Gémeaux, ah bah non, ça veut dire c'est mort, t'es comme ça, non, parce que déjà il y a plein d'autres signes, et c'est juste un apprentissage comme un autre, comme croire, il y a plein d'autres trucs auxquels on peut croire et on n'y croit pas à 100%. Ok, et donc qu'est-ce qui fait que t'es arrivé sur Twitch? Est-ce que c'est Twitch d'ailleurs le premier réseau sur lequel t'es allé? Non, t'avais d'abord les contenus. Bah, je pense que je vais rappeler mes études, donc moi j'étais du coup en école de commerce, je faisais marketing et communication digitale. Et je faisais ça parce que j'avais des soft skills qui étaient adaptés, donc je pensais que c'était ce que je devais faire. Parce que j'étais bonne en Photoshop, en référencement, j'ai beaucoup d'imagination. Donc j'ai un peu pris le cursus qui me semblait... En fait, pour moi, école de commerce, c'était comme apprendre des entrées aux échecs. Plus tu connais d'entrées, mieux tu vas gagner la partie. Et vu qu'on est vraiment dans un monde en soi capitalisme qui est beaucoup dans la création, etc., bah, plus j'avais d'entrées en faisant l'école de commerce, plus je pouvais vendre n'importe quel business en fait. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais être libre. Voilà. Okay. Et du coup, bah, j'ai fait mes études, ça se passait très bien, très bonne élève. Moi, je suis vraiment une groupie. Je vais voir le professeur après en mode, vous aimez bien, regardez, j'ai fait un travail en plus. Ouais. En mode, dans mes exposés, je faisais des peintures, je faisais des vidéos, je faisais des clips. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Parce que ça m'a permis de me rappeler de ce que j'aimais en fait. Parce que quand on grandit, parfois on oublie qui on est. Parce qu'il y a des gens qui vont critiquer ta personne et que tu essayes de te conformer à quelque chose qui ne te correspond pas. Et là, ça m'a permis de me souvenir que, attends, moi, quand j'avais 8 ans, mon rêve c'était de faire des vidéos, c'était de faire du théâtre, c'était d'écrire des livres, et ça m'a rappelé un peu. Et puis arrive en fait ma dernière année, et à la base je devais faire un master moi du coup. Mais j'arrivais pas à trouver d'alternance. Du coup, je devais trouver un stage d'alternance. Personne me voulait. J'avais un bête de CV, vraiment, je peux te le montrer après, un bête de CV hyper bien fait. J'avais toutes les compétences, j'ai travaillé tous les ans de ma vie. Personne ne voulait me prendre en stage. Et je voyais... T'avais des raisons enfin, Bah non, juste vous me recontactaient pas quoi. Okay. Alors que pour moi, les interviews, elles se passaient bien. Enfin voilà, sans me jeter des fleurs, je trouve que je sais plutôt bien me vendre, donc je comprenais pas trop. Alors que tous mes amis, voilà, donc j'étais en mode bon bah ok. Et je l'ai très mal pris parce que je me dis ça se fait pas, pourquoi ils me prennent pas moi, nanani nanana. Et puis après, j'ai commencé à me dire bon, peut-être que ça se passe pas comme prévu parce que c'est pas la route que t'es censé prendre en fait. T'es pas censé continuer à faire ça. Mais j'avais un peu la pression de mes parents qui ont payé enfin, je pense que tu sais qu'école de commerce, c'est 10 000 € l'année. Donc, il faut lâcher un billet. Et du coup, j'avais la pression de mes parents qui voulaient absolument que je continue. Sinon, ils disaient que ça avait mis de l'argent par la fenêtre. Et moi, j'étais en mode non, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Et je m'étais dit, je me laisse 1 an pour réussir dans n'importe... Et j'avais même pas pensé à Twitch ou rien. À la base, je voulais faire de la peinture. Je voulais être une artiste. Je m'étais dit, je me laisse 1 an pour réussir. Et si au bout d'1 an, j'y arrive pas, et ben je reprends le cursus traditionnel qui est de travailler, de continuer mes études par n'importe quel moyen. Et du coup, j'ai pris ce temps pour vraiment apprendre à me connaître. Parce qu'en fait, ma vie était devenue un petit peu des fragments de miroirs, en fait, où j'étais devenue ce que les gens pensaient que j'étais, mais vu que j'étais une personne différente selon tous les gens, je savais plus qui j'étais, en fait. Je m'étais perdue, surtout quand on est Gémeaux encore, bon, c'est un cliché, mais on s'adapte tellement aux gens qu'après, on sait même plus qui on est. Et j'étais malheureuse, moi, pendant... Bon, là, ça va être un ton un peu moins funky, mais on peut en rigoler. Moi, ça me dérange pas, mais pendant longtemps, j'étais en dépression. C'est-à-dire que je voulais vraiment mourir. Pas dans le sens où j'allais me donner les moyens, mais dans le sens où je me disais, je me ressens rien dans ma vie. Enfin, je ressens rien et j'espère qu'une voiture viendra m'écraser. Et donc, à un moment, j'ai grandi longtemps. Enfin, c'était de mes 17 ans à mes 20 ans, je dirais, un truc comme ça. Et à un moment, je me suis dit, mais j'en ai marre d'être comme ça. Genre, je suis là, je suis triste. Toutes mes passions, même jouer aux jeux vidéo, même voir mes amis, ça me fait même plus ressentir de trucs positifs. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je reparte de zéro. Bulldozer, clac, je ne me connais pas. Comme un Sims dont on supprime la sauvegarde, en fait, je repars de zéro et je réapprends à savoir qui je suis réellement sous ce tas, en fait, de burgers moisis, quoi. Et ça, t'as eu la prise de conscience, genre un peu comme ça? Ça s'est fait comme ça? Ça n'a pas été un élément... Non, c'est d'un coup, je me suis dit... Là, c'est plus possible ma vie, parce que là, je me sens pas à l'aise quand je parle avec mes amis. Je n'ose même pas regarder mon reflet dans le miroir tellement je me trouve immonde. Je mangeais pas, enfin bref, je peux rentrer dans les détails, ça me dérange pas, mais je mangeais pas, je perdais des cheveux, j'avais des trous dans les cheveux tellement j'avais du stress, j'avais des plaques, enfin bref, j'étais vraiment mal en point. Et surtout qu'au début, pour contrer un petit peu ça, j'étais beaucoup tombée dans l'alcool et dans les drogues douces. Donc le shit, le doré, tout ça, en pensant que je pouvais esquiver. Parce que quand je fumais le doré, le terre, je me disais, ah bah en vrai, je m'en fous. Sauf que c'est un piano qui te retombe dans la gueule 4 mois après de tout ce que tu as voulu éviter. Donc j'ai essayé de sortir de tout ça, parce que toute mon histoire avec la tristesse, elle se décuple en plein d'arcs, on va dire. Mais d'un coup, je me suis dit, non, stop.
Et en fait, je faisais tout ce qui était visualisation. J'ai essayé de réécrire en fait mon personnage, de retourner dans mes souvenirs, de retourner dans mon enfance, parce que moi, je suis partisane de l'idée que notre soi le plus pur, c'est le soi qu'on était quand on était enfant, en fait. On perd cette insouciance et ce côté naturel des... c'est le podcast que je voulais faire justement avec Squeezie, et c'était sur ça justement, sur la vulnérabilité qui, quand on grandit, en fait, on la voit comme une forme de faiblesse, alors que c'est un pouvoir. C'est l'essence même de qui on est. C'est ça, notre exactement. C'est pour ça que les enfants, même dans la religion, c'est vraiment le côté le plus pur, parce qu'en fait, c'est lui qui... Enfin, c'est l'âme avant qu'elle ne soit détruite par la vie. Elle te dit ce qu'elle pense et non pas comment est-ce qu'on imagine que tu dois le... C'est ça. Et donc, j'ai essayé de retourner un peu dans mes souvenirs, je me suis forcée à voir des trucs que je voulais pas voir et j'ai surtout essayé de comprendre pourquoi j'étais aussi malheureuse. Et du coup, moi je suis très thématique, très structurée. Donc j'ai mis tous des blocs de tout ce qui a été les événements qui m'ont choquée et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça m'a fait mal. Et en fait, j'ai retrouvé le noyau un petit peu équivalent à tout ça, qui était mon envie d'avoir le contrôle, en fait, finalement, sur mon image, sur ce que les gens pensent de moi, sur mes sentiments. Parce que là, je te parle de manière très émotionnelle, mais quand j'étais jeune, impossible de me voir pleurer. C'est-à-dire que le sentiment qui était le plus simple, c'était la colère. Parce que la colère, elle est acceptée, elle est perçue comme masculine, tu vois. Alors que la féminité, c'est quelque chose que je rejetais. Parce que je la voyais comme faiblesse. Je me disais, ah non, les filles qui pleurent ou les gens qui pleurent, c'est des faibles. Et donc, en fait, t'es triste, donc tu t'empêches. Mais c'est un peu, même dans la médecine un peu orientale, l'idée que ces énergies, elles se bloquent dans ton corps, en fait. Parce que moi, j'arrivais à un point où j'étais tellement anxieuse de la vie que je m'évanouissais tout le temps. C'est-à-dire que je pouvais être dans le métro, bam, évanouissement. Un jour, j'étais dans un café avec un pote. On parle d'un sujet qui était un peu sensible et tout, je me lève, je m'évanouis dans le café, devant tout le monde, les pompiers ils arrivent, ils veulent m'emmener à l'hôpital, je suis en mode non, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, malheureusement j'ai l'habitude, c'est ça. Et en fait c'était dans mon plexus solaire, donc mon diaphragme, que toutes mes émotions que j'avais mis de côté, elle s'était coincée ici, donc dès que j'avais un sujet un peu révélateur, en fait, mon corps, il lâchait. Tellement qu'il est arrivé à un point de non-retour, quoi. Je pense que ça a été ça aussi qui a fait que je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un problème dans la machine, Putain, où je me suis dit, là, je m'étais dit, c'est chaud quand même, surtout que je m'évanouissais souvent dans le métro, d'un coup, comme ça. Enfin, c'est horrible, tu sais pas où est-ce que... Bon, j'ai eu la chance de pas avoir de problème sur ça. Et du coup, j'ai écouté plein de podcasts. Mes journées, c'était ça. Journée type, c'était je me réveillais, j'écrivais des affirmations positives, j'écrivais, je suis une star de Twitch. Enfin, je suis une star. Avant Twitch, je disais, je suis une star, respectée et aimée, je suis financièrement libre et j'ai un amoureux. Et je me répétais ça tous les jours parce que je pensais que c'était ça qui me manquait pour être heureuse. Je faisais beaucoup de visualisations, donc je faisais des montages avec moi, avec tel type d'abonnés, alors que j'avais rien, juste je m'imaginais dans un potentiel futur, j'essayais de comprendre, je faisais juste de la peinture, je parlais pas de la journée, juste podcast, juste pour apprendre à connaître mon corps et à savoir pourquoi je ressentais comme ça. Et de l'écrire, c'est scientifique. Si je te dis de ne pas penser à un éléphant rose, tu viens de penser à un éléphant rose. Et en fait, quand tu visualises et que tu lis une chose, même si t'as pas envie, en fait, tu l'as intégré par ton cerveau et ça le met dans les prédispositions pour atteindre ses objectifs. Exactement. Pour aller encore plus loin, on appelle ça l'élasticité du cerveau. En fait, notre cerveau, c'est comme un chewing-gum, il est élastique, tu peux lui faire croire n'importe quoi, tu peux associer n'importe quelle émotion à quelque chose de positif. Si nous, en France, on associe l'échec à quelque chose de négatif, contrairement aux États-Unis, c'est parce que c'est les mœurs qui sont venues, en fait, implanter et changer notre association dans notre cerveau. Et donc, du coup, par exemple, notre cerveau, il filtre d'innombrables informations tous les jours et le fait d'écrire... Imaginons, je suis un boulanger, mon rêve c'est d'être un boulanger, et que j'écris « je fais le meilleur pain de la ville, j'ai la meilleure farine, etc. » Logiquement, quand tu vas te réveiller le matin, tu vas avoir que du pain. Parce qu'en fait, ton cerveau va mettre en avant, comme tu l'as dit, les informations qui ont été de base mises de côté. Donc en fait, de faire de la visualisation, de le mettre à l'écrit, c'est forcer son cerveau à ne voir que ces spectres-là. Donc j'ai réécrit tout, j'ai réécrit comme si j'étais un personnage de film en fait. Parce que pour moi la vie c'est un film, c'est un jeu vidéo. T'es autant le caméraman, le perché, l'acteur que le scénariste. Et j'ai écrit qui j'étais en fait, j'étais en mode mais tout, sur tous les sens. Faut beaucoup utiliser les sens aussi. Sur mon odeur, à mon aura, à la manière dont je marche, au sentiment que les gens vont avoir de moi. Donc je mettais que j'étais magnétique, charismatique, machin. Et tous les jours je me le répétais. C'est-à-dire que j'étais très... Je l'écrivais le matin, l'après-midi et le soir. Le soir, je faisais plus preuve de reconnaissance plutôt. Parce que je trouve ça important la reconnaissance pour déjà être heureux. Je faisais des montages, je faisais tout. Parce que là, j'étais en mode, là, je n'ai pas d'autre choix. Là, j'ai plus rien dans ma vie. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'école, j'ai pas de passion, j'ai pas d'âme. Donc voilà, c'est ça. Putain. C'est ça. Et du coup, tous les jours, vraiment, je me levais le matin comme un soldat. Je me parlais devant le miroir en mode, t'es la meilleure, t'es machin, etc. Pour sortir. Je me forçais à trouver des trucs positifs. Et un jour, pour Twitch, je jouais aux Sims. Et dans les Sims, il y a un pack où tu peux être streamer. Et je m'étais dit, ah marrant, vas-y, je vais faire ça à mon Sims et tout.
Et mon Sims, qui était moi, il perce de ouf dans le truc des Sims. Ah oui? Ouais. Okay. Et parce que je le faisais bosser de ouf. Et à un moment, je me regarde et je me dis, mais pourquoi je fais pas ça avec ma vie? Genre, pourquoi je donne plus de temps à la vie de mon Sims qu'à moi? Parce que même dans ma vie, en général, je donnais plus de temps à mes Sims, à mes mi qu'à moi-même, quoi. Et de là, je me dis, bah vas-y, nique sa mère. Maintenant, il y aura plus personne qui pourra se moquer de moi parce que je les verrai plus, en fait. Parce qu'on n'est plus à l'école ensemble, ils vont pas être dans la cour à essayer de... Parce que les gens, pour se moquer de moi, ils faisaient ça. En mode, j'étais une imo et qu'il fallait me chasser, genre, bref, voilà. Donc je m'étais dit, là, je les verrai plus. Donc j'ai commencé sur TikTok en faisant des lives sur Resident Evil, je sais pas si tu connais. Voilà, Resident Evil 7. De tous les temps. Voilà, Resident Evil 7 bio hasard, j'ai commencé avec ma sœur et tout. Et de là, j'ai eu 3 personnes parce que sur TikTok, le référencement est différent que Twitch. Du coup, tu as plus de chances d'attirer des gens. Et ces 3 personnes, en fait, je les avais tous les jours. Et après, je me suis lancée sur Twitch et j'ai réussi à avoir directement du coup 3 personnes, puis 5. Et puis ça fait que tu commences pas de zéro en fait. Mais attends, qu'est-ce qui fait que de TikTok à Twitch, parce que Twitch, t'as commencé il y a combien de temps? Il y a 1 an. Ah oui, si, donc c'était déjà, il y avait déjà un peu de traction. C'est ça. Et en fait, sur Twitch, même quand t'es personne, entre guillemets, que tu te lances comme ça, bah personne va... Enfin, t'as très peu de chances de... Et je trouvais ça plus intelligent de réussir à prendre les gens de TikTok qu'on met en avant avec la For You page pour les ramener et que naturellement, ça fasse du volume, en fait. Ok, donc c'est comme ça que t'es arrivé, donc des Sims, ensuite tu t'es dit vas-y go, nique sa mère, j'y vais, je fais du Resident Evil sur TikTok et je balance mon... C'est ça, et puis même à l'école, les gens ils me disaient à chaque fois « Oh, je te verrai trop sur les réseaux ou... En fait, j'ai eu tellement de gens qui me disaient ça, mais je me sentais jamais assez légitime, tu sais. Ah non, je suis pas encore je suis pas encore assez intelligente, je suis pas encore assez mature, t'as peur de te lancer dans un bain. Et j'avais dit ça à mon père, j'avais dit j'ai peur de l'échec. Et il me disait mais c'est un truc de vieux ça, d'avoir peur de l'échec. Normalement, vous les jeunes, vous avez peur de rien. Et je suis en mode grave, j'avoue. Et après j'ai lu un livre que je vous conseille qui s'appelle Les attributs de l'échec de Charles Pépin, qui retrace en fait, comme on a dit juste avant, à quel point l'échec et l'association qu'on a de l'échec, c'est purement culturel. Ça n'a rien à voir. Aux États-Unis par exemple, quand tu rates une entreprise, on va plus te prendre parce qu'on considère que tu as appris grâce à cet échec. Je sais plus comment ça s'appelle le terme. Mais il y a un terme qui est pour ça. Alors qu'en France, on va dire bah, pourquoi vous avez raté, c'est bizarre, attendez. Et en fait, ce livre, il m'a grave permis de déjà retracer, parce que dedans, il y a la vie de Barbara, il y a la vie de, comment il s'appelle, Nadal, il y a la vie de tous les gens, en fait, qui ont dû rater avant d'y arriver. Ça m'a permis d'ouvrir aussi ma perspective sur les lois de la nature, en fait, qui est la polarité aussi. Pour avoir de la réussite, il faut de l'échec. Pour avoir de la joie, il faut de la tristesse. Et du coup, j'ai plus rejeté justement ces trucs négatifs, mais plutôt comme quelque chose qui venait. Et du coup, quand j'étais vraiment dans ce moment-là, je me disais, bon là, il n'y a rien qui va dans ta vie, mais justement, sois contente, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se bâtir. Et en fait, tu délaisses de côté toutes tes mauvaises limites, toutes tes mauvaises expériences. Donc là, tu as l'impression que tu rates, mais en fait, c'est juste la vie qui te prépare autre chose. Et le plus important, je pense, c'est de se voir en tant qu'observateur et pas simplement point de vue omniscient. Parce que là, on est dans notre cerveau et on a nos expériences personnelles, on voit plus. Mais quand on se voit en tant qu'observateur, bah, on voit que bah, voilà, c'est juste t'inquiète pas, ça va passer, quoi. Et on se parle en tant un peu comme un dieu, finalement, en mode t'inquiète, mon enfant, tu verras dans 2-3 mois, tu vas me remercier, tu vois. Et tu parlais de ton papa, tu disais que ton père, donc t'avais dit que c'était un truc de vieux. Il a pas tort, en vrai. C'était quoi ta relation par rapport à ta famille? Est-ce que ça a été un poids, une force? Alors ça a été un poids, parce que moi, du coup, mes parents, ils étaient pas du tout contents. Enfin, pas contents, mais normal, c'est des parents, ça leur fait peur, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui est stable. Et surtout que mon père est en mode, oui, j'ai payé je sais pas combien ton école de commerce, et ça te sert à rien. Et moi, je donne bah si, parce qu'en soi, ce que j'ai appris de la gestion des réseaux sociaux, le codage, le marketing traditionnel, bah je peux le réappliquer parce que c'est l'environnement dans lequel, mais ils voulaient rien entendre. Du coup, bah moi, je m'en foutais. J'avais la pression, elle me disait que ça allait me jeter dehors, qu'il fallait que je trouve un travail. Ma mère, elle me débranchait la connexion en plein live, genre pour m'empêcher. Mais moi, je me disais, nique sa mère, je vais être hyper vulgaire, je parle de mes parents, je sais, mais je leur disais, de toute façon, plus tard, ils vont venir sucer. Parce que moi, j'étais tellement sûre de moi, j'étais tellement certaine que je me disais, dans tous les cas, ils ont rebond même mettre des bâtons dans les roues, me jeter dehors, j'ai un téléphone, en fait. Donc, si je veux continuer, je vais continuer. Et du coup, bah, quand je gagnais pas d'argent, machin, bah, forcément, ils étaient contre. Maintenant, aujourd'hui, ils sont très contents, ils me soutiennent, quoi. Et ils te soutiennent vraiment? Là, maintenant, ils me soutiennent. C'est quoi, c'est un discours du style t'as chérie, je comprenais pas, moi, c'était trucs, machin, etc. T'as bien fait de te faire confiance et là, maintenant, je suis là pour toi. C'est plus comme ça, ils sont en mode, oui, on avait peur, parce qu'en gros, moi, j'ai un oncle qui a 30 ans et tout ça, machin, et qui, lui, ne parle à personne et joue que aux jeux vidéo, en fait. Et je pense qu'ils avaient peur que je devienne comme cet oncle-là, parce que je les entendais parler mal de moi. Mon père, il disait, elle croit qu'elle va réussir sa vie en faisant l'humoriste devant son ordinateur et tout, nanana. Même, tout le monde me critiquait, hein, c'est-à-dire même que ce soit mes amis, que ce soit les gens inconnus et même ma famille, mais je me disais, j'en ai rien à foutre. Et sans rancune? Non, parce que je pense que c'est des parents, donc je pense qu'ils ont peur pour leurs enfants. Moi, je pense que j'aurais eu peur aussi si j'avais un enfant. Non, mais est-ce que tu aurais réagi de la même manière? C'est une vraie question, tu vois. Je pense pas. Parce que tu as aussi l'autre versant, oui. Tu pourrais dire, je suis parent,
tout ce que je veux, c'est que mon enfant soit bien, et donc peu importe le choix qu'il prendra et l'orientation qu'il prendra, après il y a un paramètre en plus, c'est que moi mes parents ils partent de France en fait. D'accord, ok. Et donc je pense qu'ils voulaient pas nous laisser. Ah oui, ok. Moi ils partent là en août en fait. Okay. Je vais devoir trouver un appartement et tout ça, donc je pense qu'ils avaient la pression de se dire que. Faut un truc stable absolument, parce qu'ils seront plus. C'est ça. Comme quoi, mettre les choses dans leur contexte. Voilà, je pense que c'est pour ça. Après, je pense que voilà, ils devaient. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'ils devaient pas me. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas ils devaient pas me faire confiance, mais ils devaient se dire je suis jeune, j'ai pas grand chose à dire. Une énorme inconnue pour eux aussi. T'as quand même un clivage culturel de ouf entre les réseaux et du live, du Twitch, et eux, la manière dont ils ont perçu. Donc ils m'ont perçu, tu vois. Donc je pense qu'ils devaient pas être très confiants non plus, mais moi je m'en foutais, je savais que j'allais y arriver. Et du coup, sur cette logique, toi, c'est première ou rien. Il n'y a pas de seconde place. Ouais, en vrai, après si j'ai la seconde place, ça me va, mais il faut toujours se mettre en... En fait, c'est encore un équilibre. Ça te va vraiment la seconde place ? En vrai, moi je m'en fous, parce que moi, la réussite, c'est pas quelque chose de tangible, avec une validité. C'est pas... Moi, je sais que je suis la première. Tu vois ce que je veux dire dans ma mentalité, même si je suis la deuxième streameuse France, pour moi, je sais que je serai la première. Okay. Dans ce que j'ai... Parce que je suis première à partir du moment où j'arrive à être qui je veux être, et j'arrive à propager les messages que je veux. Après, les statistiques, regarde Thibaut InShape, il est bien numéro 1 sur YouTube avant Squeezie. Ouais. Et dans notre cœur, c'est Squeezie. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, c'est un peu le même délire. Quoi. Très bonne métaphore. Okay. Enfin, analogie. Et qu'est-ce qui fait, donc au moment où tu arrives sur Twitch, là on va parler un petit peu du coup de Twitch, des plateformes et de tout ce qui gravite autour. Est-ce que tu te rappelles d'un moment où il y a eu un peu un effet de bascule ? Alors Twitch, c'est peut-être moins la plateforme sur laquelle tu as un espèce de boom comme un TikTok te le permet, où tu as une vidéo qui te fait 1 milliard de vues et d'un coup tu prends beaucoup d'abonnés. J'ai l'impression que Twitch, c'est plutôt un peu une croissance un peu organique. De ouf. Mais est-ce que tu as quand même senti un moment, un signal où tu t'es dit oula, putain, là je tiens un truc. Du coup, moi, j'avais pas du tout commencé les réseaux parce que j'avais peur. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. Je savais qu'ils allaient se moquer de moi, mais j'étais pas prête encore. Même si on a conscience de nos peurs, on n'est pas toujours obligé de vraiment se lancer dedans. Et donc, du coup, je m'étais lancée sur Twitch et machin. Et en fait, ça marchait bien parce que je me disais, putain, en vrai, il y a plein de gens qui parlent et machin. Et le moment où il y a vraiment eu le déclic, c'est que je crois que ça faisait au bout d'1 semaine que je faisais du stream. Il y a un gars, il m'achète une caméra. Parce que moi, j'avais pas de caméra. J'avais juste mon téléphone. J'avais même pas de micro. Je suis partie de zéro stuff. C'est un viewer qui t'achète une caméra. Un viewer qui me dit, est-ce que t'as besoin d'une caméra ? Je te la prends. Donc, moi, je mets dans mon truc Amazon, là, tu sais. Et il me la prend. Et c'est là où je me dis, OK, il y a vraiment des gens qui sont prêts, en fait, à croire en moi. Il y a vraiment du potentiel. Il y a vraiment, en fait, une validité instantanée. Du coup, j'ai eu une caméra. Du coup, je me dis, wouh, parce que mon téléphone est en train de mourir de streamer. Surtout que moi, à l'époque, je streamais 8 heures d'affilée sur LOL, quoi. Donc, j'étais en mode, voilà, là, c'est le début de quelque chose. Ça veut dire que, finalement, je peux gratter quelque chose. Je peux gratter un peu, quoi. On va dire ça comme ça. T'as encore le mec en tête ? Enfin, le viewer ? Oui, je me souviens totalement de lui. Et puis moi, je me souviens généralement de tous mes viewers. Et ils m'ont tous aidé, en vrai, pour avoir un nouvel ordi, parce que moi, je suis partie de zéro. Et surtout, avant de commencer Twitch, je faisais quand même des petits tafs en freelance, tu sais. J'étais designer web, donc tu sais, je faisais les pages WordPress, je faisais un peu de codage, je faisais aussi de l'écriture de blog. C'est-à-dire, tu sais, on me demandait, fais-moi sur les c'est ça, voilà. Je veux un article sur les kiwis. J'avais fait un article sur les kiwis, sur les bienfaits du kiwi, machin. Donc en vrai, c'est Okay. Et donc après à ce moment-là, j'avais arrêté parce que j'arrivais plus à faire les deux, et donc j'avais vraiment pas d'argent parce que Twitch, ça rapporte pas tant que ça, à part si t'es anime ou tu vois un gars. J'allais te demander là, si jamais t'as combien de viewers, tu m'as dit constant, 400. Mais là encore, c'est parce que j'ai arrêté à mon prime, j'étais à 900 en vrai. Et à 900, tu gagnes combien ? 900 en vrai, ça dépend de ce que les gens ils veulent t'envoyer. Sauf que tu peux pas forcer les gens à envoyer 5 €, sachant qu'en plus tu vas récupérer que 50% de ces 5 €, 2,50 € quoi. Mais le meilleur mois que j'ai fait avec Twitch en termes d'argent, j'avais gagné 1 300 €. Okay. Sachant que Twitch me prend la moitié. Hein. Donc je te laisse imaginer. Donc c'était 1 300 dans ma poche, mais pas 1 300 que j'ai récupéré. Donc ça devait être à peu près 2 600 quoi. Ok. Voilà. Donc c'est énorme en soi. Juste avec des subs, du coup, avec des gens qui envoient des abonnements de 5 €. Ok. Et t'as d'autres leviers qui te permettent de pouvoir là aujourd'hui, maintenant que je suis sur les réseaux sociaux, comme on a dit, j'ai une page Instagram assez professionnelle, j'ai un nombre d'abonnés qui vient légitimiser mes propos, ça fait que c'est avec les collaborations, parce que Twitch c'est plus de l'argent de poche, parce qu'en général je vais me faire 300 à 400 €, mais c'est pas ce qui va me payer un loyer. Là je suis chez mes parents, donc en vrai 300-400 €, c'est génial, tu vois. Mais pour habiter sur Paris, pour faire les courses et tout ça, non. Mais là j'ai fait plein de collabs et ça se passe hyper bien, et je vais récupérer une somme d'argent que j'ai jamais gagnée dans ma vie d'ailleurs. Donc Trop bien. Et t'as la plateforme que tu préfères
parmi Insta, TikTok, je pense Twitch. Que c'est Twitch, hein. Ça reste Twitch. Twitch que c'est ton... parce que les gens ils te connaissent vraiment. Tu vois, ils te connaissent pas pour ce qu'ils ont envie que tu sois, parce que sur les réseaux, il y a des gens parfois, tu vas juste changer un peu de trajectoire. Ah non mais tu m'as déçu Louloutique, je me désabonne juste parce que j'ai fait une blague qu'ils ont pas kiffé et je me suis dit vas-y, dégage en fait. Soit tu m'aimes dans mon entièreté, soit tu. Sinon j'ai l'impression qu'on use un peu en fait mon savoir ou ma personne, enfin sans vouloir, voilà quoi. Mais sur Twitch, non, j'adore parce que les gens, ils sont très loyaux, on va dire. Ils te connaissent réellement et puis ils consacrent tellement de temps. C'est des gens qui vont te regarder pendant 4 heures parler. J'avoue, c'est 400 ouf. personnes qui sont comme ça en train de regarder un spectacle. Genre. Donc oui, je dirais que c'est Twitch en vrai. Ok, est-ce que t'as trouvé un peu la secret sauce qui fait que tu arrives à mieux fonctionner sur Twitch que d'autres pour des personnes qui veulent se lancer? Parce que j'ai entendu beaucoup de créateurs qui se lancent et pendant 1 ou 2 ans à continuer et à avoir que 2 ou 3 viewers après 2 ans de charbon. Est-ce que tu as trouvé la secret sauce? Moi je pense avoir trouvé la secret sauce. Déjà, je pense que le plus important quand on veut se lancer sur les réseaux, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on s'intègre. Tu peux pas devenir un pirate si tu connais pas la mer. Donc je pense qu'il faut connaître comment fonctionne le marketing, comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux, la logique qu'il y a derrière. Et quand tu la comprends, déjà, tu arrives à mieux t'installer. Parce qu'en fait, pour moi, l'algorithme, c'est un peu comme un mec dans un musée, comment ça s'appelle, un guide. Il va comprendre, les clients, ça va être nous, l'audience, il va essayer de comprendre ce que l'audience veut voir pour le ramener directement à l'œuvre qui lui correspond mieux, pour fidéliser justement le client. Et donc du coup, toi, il faut que tu sois capable d'être cette œuvre d'art qu'on puisse mettre dans le courant surréaliste, dans le courant impressionnisme. Il faut que tu fasses comprendre en fait à l'algorithme qui tu es, ce que tu fais pour qu'il soit le plus capable en fait de te ramener directement vers les gens. Parce que les gens ils veulent se lancer mais ils n'ont pas d'identité propre. Ils se lancent, ils font un peu de ça, un peu de ça. Moi je leur dis le plus important c'est de faire une brand image, justement savoir pourquoi on te reconnaît. Moi j'ai même pensé à des couleurs, j'ai dit que je veux qu'on associe le rose à moi, je veux qu'on associe le kawaii à moi, je veux qu'on associe ça à moi. Et j'ai pensé à 5 plus-values de qu'est-ce que j'avais de plus sur le marché, qui en plus de ça aujourd'hui hyper inondé, tout le monde veut se lancer sur les réseaux, donc c'est dur de sortir du truc, mais de vraiment réfléchir à pourquoi je suis connue, pourquoi on va me reconnaître et qu'est-ce qui fait que je suis différente. Et en fait, à partir de là, tu as une ligne directrice qui te permet en fait de naviguer. Et après, franchement, c'est que la régularité. Et toi, ta ligne directrice, c'est quoi? Parce qu'en vrai, dans tes lives, donc après, tu as les extraits sur les 2 autres réseaux, mais tu parles de beaucoup de choses, j'allais dire de tout et de rien, mais non, tu parles d'énormément de choses, sociétales, culturelles, etc. Comment tu te positionnes? Parce que tu pourrais dire, genre, je suis un nageur et j'ai envie qu'il me parle de nage et que de nage, et si le nageur, il commence à te parler de gaming, peut-être que tu vas dire, frérot, parce que moi, c'est encore une fois une question d'énergie. Genre, je me dis, les gens, je veux que, genre, dans les points que j'avais mis, c'était charismatique, magnétique, on aime m'écouter parler, on aime. Parce que les gens ils me disaient souvent ça. On me disait, tu parles beaucoup, mais on aime bien t'écouter parler. Donc, j'ai gardé ça en tête. Donc, j'ai un peu essayé de savoir qu'est-ce que les gens ils aimaient chez moi et de plus mettre un peu ce courant dans la manière dont j'habille. De toute façon, au début, quand j'ai commencé, je faisais pas comme maintenant. Hein. Je faisais que du LOL, parce que j'allais revenir sur ça. Ou c'est la régularité sur Twitch. Parce que Twitch, tu vas pas te proposer à des gens si c'est pas que t'es une œuvre d'art qui va revenir en fait le prochain jour. Donc le plus important, c'est que quand on termine un stream, je leur dis aux gens 3 clips par jour en fait. Quand tu veux commencer, soit tu tryhard, soit tu le fais pas. Il y a pas tout le monde qui arrive, hein. Mais c'est ça qui distingue les gens qui réussissent ou non. S'il y a des gens qui réussissent, c'est pas parce que c'est les plus beaux, les plus drôles, les plus intelligents, c'est parce qu'ils sont allés jusqu'au bout de la nage en fait. Même quand t'es fatigué, même quand t'as des courbatures, tu continues. Donc je leur dis à chaque fois, vous postez à midi, le moment où les gens ils mangent, à 18h et si vous pouvez caler un truc à 16h. Et en fait, la métaphore que j'adore dire, c'est imagine on est dans une cour de récré et à 15h, à la pause de 15h, à chaque fois il y a un gars qui crie comme ça à la pause de 15h. Au début, tu vas te dire mais il est trop bizarre. Et le lendemain, il crie. Et au bout d'un moment, tu vas remarquer que ce gars-là, à 15h, il crie constamment. Et donc, à bout d'un moment, il y a un pourcentage de gens qui va aller voir pourquoi il crie. Et il y a un pourcentage de gens qui va comprendre pourquoi il crie et ils vont crier avec lui. Et pour moi, les réseaux, c'est ça aussi. Plus tu habitues, plus tu crées du volume, plus tu crées limite au point où les gens, ils en ont marre. Ou en fait, c'est comme si t'es constamment dans leur For You page, t'es constamment partout, qu'en fait, ils peuvent pas ne pas t'éviter, et il y aura forcément un pourcentage qui va s'intéresser à toi. Donc moi, c'est ça le tryhard. Pour moi, il y a que le tryhard, même si ton contenu, il est pas ouf, ou que tu sais pas encore qui tu es, tant que tu tryhard, il y a forcément des gens qui, pour moi en tout cas. Je suis archi d'accord avec toi, et en même temps, je me dis que la génération Z et Alpha qui arrive, c'est une génération, si je prends vraiment les raccourcis, un peu de flemmard, parce que c'est une génération... Quand t'as faim, tu commandes Deliveroo. Quand tu te fais chier, tu regardes Netflix. Donc, on a été éduqués et biberonnés. Enfin, ils ont été éduqués et biberonnés au reward instantané. Donc, de ouf. Le struggle, le travail dans la durée, culturellement, j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment un truc qui colle. Non, c'est vrai. Donc, est-ce que pour toi, que cette génération, c'est une génération un peu
un peu de branleur, tu vois, ou pas? Je dirais peut-être pas un peu de branleur, je dirais que c'est aussi, on a été conditionnés depuis toujours à en fait trouver une solution et d'avoir un résultat instantané. C'est ce qu'on nous vend avec les produits transformés, avec les médicaments, avec la beauté. Toutes les structures autour de nous forcent à voir, en fait, t'as un problème, il y a une réponse instantanée. Ah, tu te sens pas bien dans ta peau? Achète la dernière crème, machin, tu seras mieux dans ta vie. Et d'utiliser toujours ce qu'on appelle le pathos, donc l'émotionnel, pour justement contrebalancer. Donc je pense que c'est une génération, pas dans l'essence qui sont des branleurs, mais dans la manière dont on nous a appris à vivre. Et souvent, les gens ils me disent ça, ils me disent mais toi, comment tu vis le fait que des fois ça marche pas, qu'il n'y a pas les bons chiffres et tout? Je dis mais moi, pendant un an, j'ai flop. Ça veut dire que mes TikTok, personne regardait. Même sur Twitch, j'étais coincée à 20 viewers pendant un an. Mais je me disais, je m'en fous. Parce qu'en fait, ce que je fais, ça me plaît. Il faut le faire parce que ça nous plaît. Il faut le faire parce qu'on a quelque chose à vouloir partager. Si tu le fais pour la réussite, la récompense, tu oublies tout le voyage en fait qui est nécessaire. Et j'aime bien citer cet auteur aussi. Je sais pas si tu connais l'auteur Murakami, c'est un auteur japonais qui a fait un livre qui s'appelle Kafka sur le rivage, où il se passe n'importe quoi. Le gars, il parle avec des chats, on comprend pas. Et en fait, à la fin, on te dit, ce qui compte, c'est pas de savoir pourquoi il y avait des chats et des pouvoirs magiques et machin, c'est de juste se rendre compte de qu'est-ce que le personnage il a appris en fait. Qu'est-ce qu'il a appris pendant toute cette épopée. Et à chaque fois, je dis aux gens, même si ça marche pas, vous allez tellement grandir avec votre contenu, vous allez tellement grandir avec vos réseaux que c'est pas comme si vous allez vous lancez, vous avez perdu du temps, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps, c'est de l'argent, le temps doit être, mais en fait, c'est nous qui créons le temps. Moi, je pars du principe qu'on crée le temps par notre existence, et que c'est pas une course derrière la montre, mais plutôt une corrélation entre ton âme, ton corps et qui tu veux être, quoi. Donc en vrai, moi, des fois, même aujourd'hui, je floppe. Des fois, j'ai passé 40 ans à faire une vidéo, les gens, ils aiment pas, je m'en fous. Parce que tu le fais parce que ça te plaît et qu'il y a... Peut-être en plus de ça, tu peux avoir 100 000 personnes qui vont liker ton truc, mais il n'y a personne dans ces 100 000. Alors que moi, par exemple, il y avait peut-être 1000, mais il y avait Squeezie. Donc en fait, c'est pas forcément le volume qui compte. Parfois, c'est aussi quels gens tu vas toucher, quoi. Non, c'est clair. Et puis prendre plaisir aussi à ce qu'on fait. Je pense que la bonne analogie ou métaphore, c'est aussi le jeu vidéo, t'en parlais. C'est quand t'achètes un jeu, tu l'achètes pas pour le plaisir de le terminer. T'as pas envie d'acheter le jeu, de te dire j'ai fini, ça y est, je suis heureux. T'as envie de jouer au jeu, d'essayer une épreuve, de réessayer, de mourir, de recommencer. Et c'est là-dedans que tu prends plaisir. De ouf. Je pense que c'est la même chose dans ta vie pro. Mais on le voit dans les jeux vidéo de toute façon aussi, où ils simplifient les jeux au point où maintenant les gens n'ont plus vraiment besoin de souffrir pour y arriver. Ou ça, c'était un sujet que j'avais fait un jour où justement tout nous conditionne aujourd'hui, même avec l'IA, à dès que tu dois utiliser ton cerveau, tu l'utilises pas, quoi. Bien sûr. Et à chaque fois, les abonnés qui me disent oui, moi machin, je leur dis mais en fait, personne va pouvoir croire en vous comme vous le pensez et personne va pouvoir vous faire travailler à votre place. Donc soit tu te donnes vraiment un an, comme plein d'autres gens, Théodora aussi, si tu as déjà vu ses interviews, il disait qu'elle s'était laissé un an à la tryhard. Tous les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont tryhard en fait. Et tu perds rien à tryhard en fait. Parce que ça te rapporte de ouf. Puis le nombre de personnes qui ont réussi qui disent j'ai mis 5 ans avant de réussir du jour au lendemain, c'est en fait on oublie tout le charbon qu'il y a en amont et on puis perçoit que parce que des fois on veut quelque chose mais on n'est pas prêt à le recevoir aussi. Moi j'ai envie d'être une rockstar, mais est-ce que là je suis prête dans ma maturité, dans ma manière de m'exposer aux gens? Non. Et à prendre les coups qui vont avec aussi les réussites. De prendre le temps, enfin les gens veulent toujours un résultat instantané, mais surtout, moi mon père aussi me disait, quand t'attends un colis, t'es plus content quand tu l'attends que quand tu le reçois en fait, parce que c'est l'attente, l'imagination. Et pour le truc de récompense justement, on appelle ça aussi le circuit de récompense. Moi ce que je faisais, c'est que j'essayais de manipuler mon cerveau à associer des points de récompense à des choses banales en fait, où je me disais là, si j'ai réussi à me lever à 9h du matin et à tourner 2 vidéos, je m'achète un sandwich Eric Kaiser en fait, pour associer le travail à quelque chose de positif, à un reward en fait, et plutôt que de chercher cette récompense dans les stats, de les trouver en fait dans moi, ma manière de travailler en fait, dans mon activité. Sinon de toute façon t'es ken, parce que pourquoi est-ce que t'as tant de millionnaires, t'entends des mecs qui sont millionnaires et qui sont dépressifs, tu dis c'est pas possible, il a tout. Et en fait tout est une question de contraste, on en a parlé, mais c'est quand tu gagnes 1 million mais que ça devient la norme et qu'en fait tu sens plus ton le cerveau contraste, veut toujours plus de toute façon. Et donc si tu corrèles ton bien-être à ça, en fait c'est un jeu sans fin. C'est ça. Versus le... Et moi je considère vraiment que la vie est un jeu vidéo, on est autant le codeur, en fait on est les Sims en fait. Je suis autant le gars derrière qui choisit que le Sims qui se fait contrôler en fait. C'est juste la distinction entre le corps et l'âme un peu. Et en même temps, si t'es vraiment sincère, est-ce que tout le monde peut réussir pour toi? Est-ce que tout le monde peut être sur Twitch? Tu vois, je pense pas. Ouais, moi non plus. Je pense que s'il y a des stars, c'est qu'il y a des fans aussi. Et en fait, si tout le monde voulait être créateur de contenu, c'est comme un peu dans Interstellar, on n'aurait plus en fait d'agriculteurs, on n'aurait plus de boulangers, on n'aurait plus de menuisiers. En fait, on a besoin de tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour avoir tout le monde n'est pas fait pour être un Michael Jackson, et c'est pas grave parce que chacun a un but. Pour moi, t'as vu le dessin animé Souls de Disney? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est ça. On a un peu des âmes qui viennent sur Terre un peu pour apprendre et incarner une leçon. Et on a tous, tu vois, le boulanger du coin. Peut-être qu'il sera pas Michael Jackson, mais peut-être faire le meilleur pain du village et les gens vont être heureux de savoir qu'ils se nourrissent bien, machin. Et pour moi, tout le monde a un petit peu son truc. C'est juste qu'aujourd'hui, on voit les réseaux comme la forme la plus simple de réussite. Les gens oublient le sacrifice, justement. Tu sacrifies tes amis, tu sacrifies ta vie, tu sacrifies
ton côté. Moi, je sors pas. Enfin, je dois me dédier à mon travail pour l'instant jusqu'à ce que j'atteigne là où je considérais que c'est bon pour moi. Mais je pense que tout le monde n'est pas fait. Et puis, tout le monde n'est pas fait face à la critique. Tout le monde ne peut pas supporter mentalement aussi de ce que c'est d'être sur les réseaux sociaux. De toute façon, je pense qu'on va y venir après. Et ça demande énormément de mental et ça demande énormément de conviction. Et moi, je pense que tout le monde peut. Dans le sens où tout le monde, pour moi, c'est comme un muscle, le cerveau. C'est quelque chose que tu peux entraîner comme du sport si tu donnes la force mais il n'y a pas tout le monde qui en a envie. Pour moi, la capacité, elle est possible pour tous, mais il n'y a pas tout le monde qui se sent capable déjà, et il n'y a pas tout le monde qui a envie de se donner les moyens d'être capable. T'as raison, tout le monde peut être musclé, c'est ça. En vrai de vrai, mais tout le monde ne l'est pas parce que t'as pas mal de paramètres. Donc moi, c'est plus comme ça. Voilà. Ça se tient. Et tu disais là rapidement, juste que tu disais que tu continueras tant que tu n'auras pas atteint le moment de réussite. C'est quoi la réussite pour toi ? Pour moi, la réussite, alors voilà, moi j'ai plein de mini-rêves. Ça veut dire que quand j'aurai écrit un livre, quand j'aurai fait un film, quand j'aurai créé un jeu vidéo, quand j'aurai créé un parc d'attractions, quand je serai un parc d'attractions ? Bah je me dis comme Snoop Dogg, parce que Snoop Dogg il a fait un peu tout, tu sais, il a fait un livre de cuisine et tout. Je me dis waouh, c'est génial de profiter de sa créativité comme ça. Bon, peut-être pas le parc d'attractions, mais je pense que c'est juste que je le sentirais quand je serais déjà financièrement stable, au point où j'aurais pas à me poser des questions de il faut que je trouve de l'argent, machin. C'est quoi pour toi, financièrement ? C'est quoi dans le montant ? Dans le sens où je peux payer mon loyer, je peux me nourrir à ma faim. Si j'ai envie d'aller en vacances en été, je peux y aller. Je te dis pas de la folie extrême où là, je peux aller. Là, tu peux pas aujourd'hui ? Avec en fait, là, du coup, je vais recevoir une somme d'argent qui va me permettre, mais vu que j'ai un appartement et tout, je sais pas encore c'est quoi la vie d'adulte, moi. Donc, je sais pas ce que c'est de devoir payer ses charges. Là, juste payer l'URSSAF, je suis en mode waouh, tu vois. C'est le donc, début. Je pense que je sais pas encore, vu que je suis pas immiscée dedans. Donc, je préfère me dire que pas encore. Mais voilà, je pense que quand je serai reconnue comme... en fait, moi, j'ai envie d'être la créatrice de contenu féminine numéro 1, en fait. Okay. Voilà. Même si je suis pas numéro 1 en termes de stats, j'ai envie que je sois autant connue que Léna Situation ou qu'une Magla, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en plus, de me dire j'apporte une vague de fraîcheur. Et quand j'aurai réussi à changer la méta d'Internet aussi, de rapporter une nouvelle couche de divertissement, de rapporter une nouvelle manière de fonctionner, un peu comme Michael Jackson, tu vois, qui disait qu'il veut changer le monde de la musique. Moi, j'ai envie de changer le monde du divertissement. Et quand je sentirai que je l'ai réussi, c'est là où je pourrais me dire c'est bon, je peux me reposer. Et est-ce que je le vois beaucoup sous des commentaires de tes vidéos, mais comme plein d'autres créatrices de contenu, t'as plein de personnes qui disent mais de toute façon c'est beaucoup plus facile de percer quand t'es une femme. Je pense qu'on a dû te le dire 10 milliards de fois. Bien sûr. C'est quoi ton avis par rapport à ça ? Moi je pense pas du tout. Tu joues à LoL un petit peu ou pas ? Non, j'ai joué à l'ancienne. Quelqu'un joue à LoL ici ? Voilà, tu vas comprendre la métaphore. Pour moi, être une femme, c'est être un Lee-Sin. Ça veut dire que t'as un bon early game. Parce que dans LoL, en fait, c'est une partie qui se coupe en plusieurs. Il y a l'early, le mid et le late. Il y a des persos qui sont pas tous faits pour être très bons au début. Ils ont besoin de justement stack, des énergies pour à la fin être le plus fort. Et pour moi, du coup, être une femme, c'est que t'as un bon early. Dans le sens où, en plus, quand t'es une femme belle, il y a même des études qui disent on fait souvent, généralement, plus confiance aux gens qu'on trouve beaux. Pour plein d'aspects, ce serait super long si je commence à décrire pourquoi. Mais du coup, en fait, t'as un bon early. Les gens vont te donner plus d'attention, les gens vont être plus captivés, vont plus te laisser de chance. Mais en fait, cette chance, si tu n'arrives pas à l'exploiter directement comme un Lee-Sin, en late game, t'es foutu. Parce qu'en fait, tu n'as plus les capacités pour pouvoir suivre les fights, en fait. T'as pas exploité, on va dire, cette espèce de brèche qui t'a permis de rebondir. En plus de ça, quand t'es une femme, on va justement souvent te sous-estimer, dans le sens où si on te suit... Moi, j'ai perdu des amis qui disaient mais on te suit juste parce que t'es belle. Et je me dis mais attends, mais t'es mon amie, quoi, merde. En mode, j'ai pas d'autres talents, genre, en mode, j'ai rien d'autre qui fait qu'il y a que ma beauté qui prime. Donc, il y a souvent ça où, en fait, en plus ça, la beauté, elle prend toute l'attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un patrimoine, c'est devenu un capital. Donc, les gens, ils ne voient que ton physique et ils sont comme anesthésiés par le reste. Parce qu'on part du principe que tu peux pas être belle et intelligente et drôle et machin. Donc on va rester concentré sur un petit peu l'avantage que t'as sur l'autre. Donc moi c'était chiant, où les gens ça m'allait, c'était tout le temps répétitif. Surtout que je trouve pas que c'est plus facile parce qu'il y a tellement de gens méchants envers les femmes qui vont... Je peux aussi sortir des mots un peu hardcore. Moi j'avais des commentaires de genre t'es un sac à sperme, si tu finis dans un camion de pédophile, faudra pas te plaindre, t'es une anomalie, tu mérites de mourir. On m'envoyait, on faisait des trucs horribles. Ou en mode, on regardait mes streams sur des énormes écrans et ça se branlait devant en mode, tiens, regarde Louloutique. Et bref, faut avoir le mental, tu vois. Et il n'y a pas toutes les filles qui peuvent avoir ce mental-là, parce que ces gens-là, leur but, c'est de te faire arrêter de tellement tard. Et moi, c'était de l'harcèlement, mais... T'as eu une dinguerie qui t'a vraiment touché au point où tu t'es dit putain attends là c'est chaud, limite ça remet en question un peu le... Non malheureusement parce que je pense que j'étais habituée en vrai. Donc c'était en mode en vrai prévisible. Un de plus ou un de moins. Voilà, prévisible. Donc j'ai déjà eu des gens qui m'insultaient de sale chienne, que je méritais de mourir, que j'étais horrible. Ils m'en mettent tous les jours, même encore aujourd'hui. À chaque fois j'ai des commentaires comme ça. Et je pense que c'est pas plus facile parce qu'il y a pas tout le monde qui peut. Surtout que quand t'es une femme, en fait on dit que toute ton identité est quand même sur ton physique. Donc d'avoir des gens qui te rabaissent, il y avait des gens qui créaient des faux comptes OnlyFans sur moi.
moi qui disaient qu'ils m'avaient retrouvé sur OnlyFans. J'ai des gens qui ont, en fait, pour vous te dire à quel point les gens sont fous, qu'ils avaient créé un site avec Rari Melik. Et en fait, Melik, c'est quoi? C'est je suis en stream, par exemple, j'ai un short long Nike. Bon, ils vont essayer de trouver le bout de touch qui dépasse pour le zoomer, le pixeliser. T'as un haut un peu, tu sais, j'en sais rien, un peu ouvert, un peu échancré. Tu vas tourner là, ils vont essayer de trouver le petit bout de téton qu'ils peuvent trouver, tu vois. Et il y avait tout un site comme ça avec des gens qui disaient des atrocités sur moi avec ces leaks. Et en plus, c'était un gars qui m'avait prévenu pour m'aider. Et en fait, ce gars-là était le créateur du Je ne te crois pas. Le mec t'a dit, attention, il y a... Ouais, il m'a dit, attention, si tu veux, je suis là pour toi, nanana. Et en fait, c'était lui qui était derrière ça et qui disait à tout le monde qu'il avait des secrets sur moi, je sais pas quoi. Alors que je lui ai juste dit, oui, j'avoue que je suis un peu stressée. Il était en mode, vous savez pas comment elle est logique derrière son écran, c'est une malade et tout. Et j'étais en mode, waouh! Donc, je pense que non, c'est pas plus facile. Les gens, en fait, ils aiment trop trouver une raison à leur échec aussi. Ah, moi, je réussis pas parce que, en même temps, j'ai pas d'argent. Ah, moi, je réussis pas parce que je suis pas beau. C'est que des excuses. Toujours plus facile comme ça. Ça leur permet de se rassurer aussi sur le fait qu'ils se lancent pas et sur le fait que leur échec, il vient que d'eux, en fait. Parce que eux-mêmes, ils ont pas confiance en eux. Et aussi, je trouve que quand t'es quelqu'un de beau, il y a des gens qui ont parfois du mal à relate avec toi. Par exemple, quand je parlais de trucs émotionnels, j'ai eu des gens qui remettaient en question, en fait, mais toi, t'es né avec une cuillère d'or dans la bouche, comment tu peux avoir souffert? Et je dis, mais gros, tu ne me connais pas, en fait. Tu vois que ce que tu penses que je suis. Donc, je pense pas que ce soit plus facile. Je pense que ça t'aide, parce qu'en fait, tu sors un peu du lot, vu qu'il y a pas beaucoup de femmes sur les réseaux. Mais après, la route est tenace, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'ai plein de gens avec qui j'ai commencé en même temps en tant que femme, et il y en a plein qui ont quitté le wagon, en fait. À cause de tout ce que t'as dit. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. T'as déjà eu vraiment peur pour ta vie? Ouais. Ah ouais? Non, pas encore. Parce que j'ai eu des histoires d'autres filles qui me disaient qu'il y avait des gars qui avaient retrouvé leur adresse, qui les attendaient en bas de chez eux avec un couteau, des trucs comme ça. Moi, vu que je suis très spirituelle, je pars du principe que j'ai une protection divine et que du coup, I rebuke. En mode, in the name of Jesus, ça ne me touchera pas, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a des gens qui ont retrouvé mon adresse, mais qui étaient en mode, fais attention, ton adresse, elle est sur Telegram, ou ton adresse, elle a été fuitée par ça. Et en fait, ils m'aidaient. Donc, moi, c'est un peu comme la manifestation aussi. Je pars du principe que non, ça ne me touchera pas. Voilà. Que j'ai une protection divine, que God is with me, genre, et que ça ne m'atteindra pas. Donc, pour l'instant, non. Voilà. Et la bienveillance, là, que tu disais, Twitch, j'ai l'impression que tout le monde, là, on a reçu pas mal de créateurs, tout le monde dit que sur Twitch, il y a de la bienveillance versus d'autres réseaux sur lesquels c'est TikTok, la guerre. Twitter, c'est mort. Instagram, ça commence un petit peu à devenir malveillant aussi, mais ça reste un peu moins. Mais Twitch, c'est génial. Parce que les gens, ils consacrent du temps à toi, donc ils te connaissent réellement. Et c'est une audience différente. C'est un type de personnes qui consomment des contenus lents et pas les contenus comme aujourd'hui, bam, 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 où s'il se passe pas un truc, toutes les 5 minutes, il passe. Donc ça touche des gens différents. C'est comme, est-ce que les sportifs, ils sont différents des peintres? Bah oui, parce qu'en fait, le contenant change aussi l'atout que tu dois avoir derrière, quoi. Et des mecs qui sont dans l'hyper-divertissement comme iShowSpeed, qui est un peu la référence aux États-Unis, est-ce que ça te parle ou pas comme, Moi, j'adore iShowSpeed, parce que je trouve... Moi, avec mon agent, à chaque fois, on dit que je serai la prochaine iShowSpeed féminine. Ouais, franchement, parce que j'adore, en fait, ce côté où... En fait, moi, quand j'étais jeune, quand je regardais les streamers ou autres comme ça, c'était Pokémon, je pense que tu connais peut-être, où je me disais, waouh, elle est belle, elle est intelligente, elle est drôle, elle est diamant sur LOL, moi aussi j'ai envie d'être ça quand elle est jeune. Et je me dis que c'est ça un peu notre rôle aussi à nous, nouvelle génération, de donner aux gens envie de sortir de leurs limites. Et je trouve que Speed, il le fait trop bien. Parce qu'il est fou, mais en même temps, il est très intelligent, structuré, il dépasse les limites, il fait du contenu bienveillant, qui est ludique. Donc moi, je trouve qu'il est super cool et il m'a donné envie d'apprendre à faire des saltos. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'arriver sur le plateau, là, salto. C'est pas ou pas? Non, malheureusement. C'est tellement simple la manière dont il l'a parce qu'il a confiance en son corps, tu vois, ça c'est autre chose. Mais grand écart, salto, tu marques déjà direct, tu pèses. Tu sais direct à qui t'as affaire. Après, il est quand même très très chaud, indépendamment de ça, sur tous les sports. Tout ce qu'il fait, il est chaud dans tout ce qu'il fait et il est naturel en fait. Des fois, les gens vont le dire qu'il est bizarre, mais c'est ce qui a fait en fait sa marque en fait, et ça, je trouve ça hyper beau. Et en France, si tu devais en choisir un streamer ou une streameuse que tu kiffes de ouf? Moi, je pense que c'est Squeezie en vrai, vraiment, parce que Squeezie, j'ai grandi avec lui. Moi, Squeezie, là, j'ai 22 ans, je le suis depuis que j'ai 6 ans. C'est-à-dire que c'est la première chaîne. Ouais. Okay. Donc, ça va faire plus de 10 ans que je le suis. J'ai grandi avec lui. Et pareil, en fait, je me disais, mais quand je serai grande, je serai comme lui. Je ferai mes vidéos d'horreur où je crie dans ma chambre. Et en fait, c'était grave un modèle pour moi. Et du coup, je considère aujourd'hui que dans mon cœur, il restera toujours cette personne-là. Donc en plus, le fait qu'il m'ait remarqué, pour moi, c'était comme si... c'est ça, c'est comme si j'avais enfin réussi le jeu. Enfin, c'était toutes les étapes. Enfin, je me suis mis des gens en étapes, mais lui, c'était le dernier. C'est le boss de fin, lui, vraiment, ouais, c'était le boss de fin, pour le coup. Et c'est l'avant-boss, c'est lequel? L'avant-dernier? Je crois que j'avais mis Anime, parce que vu qu'il marchait bien, je m'étais dit, si j'ai la validation de quelqu'un qui marche bien, voilà. Est-ce que la communauté Twitch, vous êtes très... est-ce que vous vous serrez les coudes ou pas? Est-ce que vous connaissez, entre streamers et autres? Oui, parce que tu sais, il y a même
même un concept où quand tu termines un stream, tu peux envoyer tes abonnés vers la chaîne de quelqu'un d'autre. Ah oui, ouais. Donc en fait, on s'envoie souvent les abonnés les uns et les autres. Il n'y a pas du tout de compétitivité, je trouve. C'est qui le plus gros streamer qui t'a envoyé un... C'était... Attends, parce que j'en ai eu beaucoup en vrai, des gens qui m'ont envoyé des raids. Je sais plus. Bah, j'ai eu par exemple le joueur de foot, là, comment il s'appelle, avec la moustache Adil. Ah oui, oui. J'ai eu Adil, j'ai oui. eu Nico, j'avais eu... Je me souviens même plus, mais je pense que c'était peut-être Nico ou un truc comme ça. Ok. Ouais, ou genre j'avais... Ah non, c'était Péfut. Ouais. Je sais pas. Péfut Péfut, vous connaissez peut-être? Ouais, voilà, lui, il est très connu. Ok. Il m'avait envoyé vraiment beaucoup de gens. Je crois que je me rappelle, on était vraiment beaucoup. Ok. Genre 10 000, un truc comme ça. Genre, où je suis en mode waouh! 10 000, le Ouais. raid était de 10 000 personnes? Ouais, Ok. c'est ça. Ça t'a fait peur? Enfin, genre... Bah oui, mais à chaque fois, je me dis non, no stress. Let's go, et- ouais, faut profiter. C'est le mot. Si tu stresses, après, tu vas trop y penser. Non, soit marketing, quoi. Est-ce que tu penses que Twitch est en train d'exploser, en tout cas en France, parce que ça l'est déjà bien aux États-Unis, parce qu'on a tellement rendu facile la création de contenu qualitatif, Ouais. en tout cas sur les réseaux, parce qu'on a des outils, machin, etc., qui fait que bah, du coup Twitch par définition c'est du direct. Ouais. Il n'y a pas de fioriture. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est ce paramètre qui fait que c'est en train d'exploser ou pas? Je pense que oui, on en a marre de voir du contenu hyper lissé, comme on dit. Tout bienveillant, les fit and fun un petit peu. Je pense qu'on essaye de retourner... Parce que je pars du principe que pour moi, la Terre, elle est dans son champ quantique, elle change selon l'humeur de la population, des cycles qu'elle vit. Et je pense que là, les gens essayent de retourner plus vers une méthode d'authenticité, de vulnérabilité, et ce qu'on retrouve beaucoup sur Twitch, je pense. Le côté où c'est pas contrôlé, où t'as juste l'impression de passer un bon moment avec un ami, ou de décompresser après l'école, ou d'avoir un bruit de fond. Et en plus, c'est un contenu qui est continu. Ça veut dire que moi, par exemple, à un moment, j'étais tellement brain rot que même quand je me lavais les dents, il fallait que j'ai un TikTok qui tourne en fond, tu sais. Bah au moins là, Twitch, ça tourne pas 15 secondes, ça tourne jusqu'à ce que la personne elle s'arrête, quoi. Tu pourrais quand même vivre sans les réseaux pendant un an, enlève le côté carrière, machin, taf, ouais, carrément. juste fucked up, Carrément, fuck, ouais. je pars, ouais. La dernière fois, j'étais allée chez mon stagiaire et j'avais oublié mon téléphone pendant une semaine, alors qu'en plus là, je peux pas me permettre de pas avoir mon téléphone pendant une semaine, mais je te demandais, vas-y, je m'en fous, et non, franchement, faut avoir un détachement. De toute façon, à force d'être sur les réseaux sociaux, je n'utilise même plus les réseaux sociaux, à part... Tu ne les consommes pas? Non, je les consomme pas. Enfin, consomme moins en tout cas, parce que c'est bon, je passe ma vie dedans, il faut trouver autre chose dans sa vie aussi. Tu parles de stagiaire, donc je voulais y venir vite fait sur la collaboration récente avec ton chéri. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est comment de bosser avec son chéri? Bah moi je trouve que c'est trop bien, parce que c'est quelqu'un qui te connaît, et puis moi mon contenu, comme je l'ai dit, est voué pour être naturel, authentique, machin, donc quelle meilleure autre personne qui peut faire ressortir cette part-là de moi que la personne qui me connaît le mieux, quoi, finalement. À la base, il était caché, machin, puis après je me suis dit, ah, en vrai, il y a un truc, et puis... Moi, j'ai fait des études de commerce, donc je suis un peu une pro en marketing. Je sais ce qui fait réagir, je sais ce qui fait parler. Tous les clips que je choisis de mettre en avant, tous les cuts, tous les trucs, je sais très bien. Même quand je me fais insulter, je sais très bien que je me fais insulter parce que c'était l'attente derrière. Donc je m'étais dit, tiens, de créer un truc avec lui, de créer comme une tension entre Louloutik et son stagiaire, et tout le monde un peu en mode comme une série, tu sais, oh, vous pensez qu'ils sont amoureux? Enfin, on a tenu le RP vraiment longtemps et tout. Je trouvais ça intéressant et que c'était comme un opening plus innovant, quoi. Ouais, que juste d'amener ton chéri, je trouve ça smart. Et qu'en plus, ça puisse lui l'intégrer aussi dans le monde d'internet dans lequel j'essaye de ramener, quoi. Est-ce que si demain, sincèrement, il explose plus que toi? Mais moi je lui souhaite, parce que moi j'ai tellement confiance en moi que pour moi personne... La dernière fois, j'avais donné mon idée de podcast en vidéo et mon père il m'a dit, mais t'as pas peur qu'on te vole ton truc, même les abonnés, mais ça, je disais, mais personne pourra refaire mieux que moi parce que c'est mon idée, ils pourront la... Donc moi je suis très confiante sur l'idée que en tout cas aujourd'hui, ça a été un long trajet avant d'en arriver à là, parce que j'ai pendant longtemps le syndrome de l'imposteur, je pense que tu vois. Et non, là je suis très confiante, et donc je me dis, j'ai pas à me remettre en question. Il n'y a pas de compétitivité déjà entre amoureux, et surtout que j'ai de compétitivité avec personne, parce que je suis tellement confiante dans ce que je fais, dans ce que j'apporte aux gens, que je me dis que chacun apporte sa pierre à l'édifice, en fait. Mais tu sais, en France, on en parlait rapidement avant le tournage, mais c'est qu'on a quand même culturellement un petit peu ce réflexe de se dire qu'on accompagne, on est content qu'une personne réussisse tant que la personne ne réussit pas mieux que soi, tu vois. Et qu'à partir du moment où ça commence à être un challenger, bon bah là tout de suite tu changes de perspective sur ta relation avec cette personne. Donc ça aurait pu être le cas avec ton chéri, même si je trouve ça malsain de ouf. Mais... Non, pas du tout, parce qu'en plus, même, je pense que ça lui ferait plaisir à son ego d'homme un petit peu, tu sais, de réussir un peu mieux. Enfin, tu sais, j'étais réfléchi à tout ça, je me suis dit, en vrai, j'étais un peu moi le bonhomme là dans l'histoire, c'est moi qui gagne de l'argent, c'est moi qui est connu, on l'associe au stagiaire de Louloutik. Donc je m'étais dit, déjà, ça peut le permettre un peu de se détacher du lien qu'il a avec moi, parce que c'est une personne à part entière, ça aurait pu être moi qui est la meuf d'eux, tu vois, et j'aurais pas aimé. Et en plus, moi, je veux que tous mes amis, même tous les gens qui se lancent, je souhaite qu'ils réussissent mieux que moi. Parce que déjà, ça voudrait dire que mes conseils ils sont bons. Donc que je peux vendre une formation. Non, je ferais pas ça. Mais qu'en mode, voilà, il y a des gens qui ont essayé. Et en plus,
Moi, mon but dans la vie, c'est juste de recréer mes rêves d'enfant, en fait, c'est tout. Donc après, le reste, ça m'importe peu, quoi. Est-ce que lui, il a déjà été jaloux? Non, pas du tout. Jamais. Avant même que ça fonctionne aussi bien qu'aujourd'hui, on avait eu une grande discussion où je lui disais, mais écoute, là, je vais devoir être avec des garçons parfois, il y a des gens qui vont s'imaginer des trucs, les gens vont parler de moi, enfin, tu vois, vont créer des trucs, comment toi tu vas le vivre? Et il m'avait dit, pense qu'à toi. Genre, moi, pense qu'à ta carrière, moi, je suis sur le côté, je te soutiendrai quoi qu'il, mais ne pense pas à moi dans tes choix, en fait. S'il y a des gens qui font des edits, et ce qui s'est passé, quand j'ai fait des trucs avec des gars, mais ça lui trouvait ça drôle, en fait, avec tous ses amis, carrément, ils se disent, ah, regardez, nanana. Donc j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui n'était pas du tout... et qui m'a dit de lui-même, c'est pas moi qui l'ai forcé, ouais, laisse-moi, tu vois, c'est juste en mode, je comprendrais, tu vois, si c'est compliqué. Mais non, t'es en mode, non, pense pas à moi, genre. Fais ce que t'as envie de faire et c'est tout. Franchement, beau gosse, hein. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est qui la plus belle rencontre que t'as eue cette année? 2025, on va dire. Ouais. Ah, mais en fait, j'ai rencontré tellement de gens. En vrai, je peux même te citer toi. Je trouve que, bah non, mais si, vraiment. Je trouve que t'es hyper authentique, t'as une belle énergie, t'as quelque chose de sincère, de solaire, tu fais du bon taf. Hein. Tous les gens, bah du coup toi en vrai je mettrais toi franchement dans le lot. Je n'ai rien. Ouais, en mode c'est la phrase qui va susurrer à l'oreille. T'as Romain derrière qui est comme ça. Même vous êtes même vous qui êtes derrière en fait la caméra, vous êtes des gens qui pour moi ont été les personnes que j'ai adorées. Enfin je trouve que tout le monde dans le milieu, ça m'a fait plaisir de me rendre compte, putain, moi j'avais un peu ces clichés que tout le monde va être un peu méchant, machin, mais tout le monde est hyper gentil, tout le monde est professionnel, même le fait que ton équipe elle soit jeune comme ça m'a fait plaisir de me dire que tu sais dans le monde du travail, si t'es pas un senior avec 45 ans d'expérience, ils veulent pas de toi. Et là d'avoir des jeunes en fait qui participent, d'avoir en fait ce nouveau mouvement. Donc vous en vrai, je vous mettrais vraiment sincèrement dans le lot. J'ai rencontré plein de streamers. Là faut que tu mettes la barre haute maintenant là. Ouais. Anime, à minima. Bah, Anime, je l'ai pas rencontré pour le coup, je lui ai parlé. J'ai pas rencontré beaucoup de gens parce que je suis restée un petit peu dans ma sphère. Je pense c'est un peu mon côté un peu, encore une fois, Michael Jackson, mysterious. Genre, tu peux, sur les réseaux sociaux, on perd le mystère, mais essayons de le garder dans un sens où tout le monde ne te connaît pas, tu vois. De créer un peu un truc. Je trouve que c'est ce qu'on a perdu un peu avec les célébrités. Aujourd'hui, tout le monde est tellement accessible qu'on en oublie qui est censé avoir une aura, un peu un prestige. Donc, j'ai pas rencontré beaucoup de gens, mais j'ai rencontré Nico, j'ai rencontré Wao, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélissa, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Chérine. Dans plein d'événements, j'ai rencontré Le Corps, par exemple, j'ai rencontré Giuseppe. Enfin, j'ai rencontré vraiment plein de créateurs et plein de gens et tout le monde était... J'ai pas eu de mauvaises expériences, quoi, pour le coup. T'as jamais eu le sentiment de te dire... Enfin, de te dire non, mais de te rendre compte que tu avais des gens que tu idolâtrais un peu, et bon, tu vas pas les citer, mais en les rencontrant en disant putain. Oui, si, j'ai eu une personne, je pourrais te dire après si tu veux, où je te mode enfin, je l'idolâtrais pas, mais c'est pas du tout ce que je m'attendais en voyant cette personne. C'est-à-dire qu'entre ce qu'elle paraît ou ce qui paraît être. Cette personne avait l'air beaucoup plus sympa que dans la réalité. Alors après, moi je me dis peut-être parce qu'il me connaît pas, enfin tu vois, on peut pas en attendre des gens d'être comme ils sont sur les réseaux parce que bah il me connaît pas, donc je me suis dit bon, peut-être qu'il me connaît pas. Le problème c'est qu'il parlait que aux gens qui considéraient être plus ou moins connus. Tu sais, il restait un peu dans sa sphère. Ça, c'est des signaux faibles. Et du coup, moi, ça. vu que je suis une grosse rageuse, je te demande attends, mais toi, t'es qui, toi? Ah non, je connais pas du tout ton contenu, désolée. Attends, je tu le dis, tu me dis non, après dire, c'est que j'étais en mode attends, pourquoi tu me parles pas? Genre, bah, du coup, bah, moi aussi, je te connais pas, alors si on doit partir dans cette compétition-là. Puis après, on s'est parlé et je me suis dit, bon, bah, peut-être que c'était juste une question de timidité. Enfin, voilà, quoi, on peut pas attendre aux gens d'être aussi spontanés que. Et toujours de bonne humeur sur le truc. Okay. Mais sinon, non, j'ai pas eu encore de gens où vraiment, bah, c'est Squeezie que j'attends, mais dans tous les cas, je pense que je serais pas déçue. Et je pense que dans tous les cas, moi, maintenant que je suis sur les réseaux, j'arrive à faire la distinction entre Squeezie et Lucas aussi. Bien sûr, donc, lui, tout autant que toi, Lola et Louloutique. Si tu devais quand même regarder cette caméra et inviter Squeezie, tu lui dirais quoi? Inviter Squeezie, bah, je l'ai déjà invité en soi, parce que du coup, l'épisode que je vais faire, c'est sur la vulnérabilité, et je pense que Squeezie, t'as sacrifié une grande part de ton enfance pour créer la nôtre, et je pense que c'est le meilleur exemple de ce que c'est de grandir déjà. C'est compliqué de grandir, mais encore plus avec le feu des projecteurs autour de toi constamment, et d'avoir quand même gardé cette authenticité et cette sincérité, quoi. Donc Squeezie, t'es le boss. En plus, je lui ai dit sur Twitch, quand j'étais jeune, c'est moi, je lui proposais des jeux en commentaire sur YouTube, et il a joué à mes jeux en plus. Donc j'ai participé à son buzz, en fait. C'est moi, j'étais là à ta naissance. Donc voilà. Il a gagné 4 abonnés grâce à moi, je pense, en primaire. Donc il doit tout son buzz à moi, quoi. On va spammer, envoyer ce rush à Squeezie. Donc il me doit, tu vois, le coup de pouce. Voilà, c'est ça. Ok. Et est-ce que t'as d'autres réseaux sur lesquels ou d'autres. Enfin, est-ce que tu vas concentrer ton énergie sur Twitch en plus de tout le reste? Tu le disais que c'est smart de le faire en système. T'as un contenu et tu vas le multidiffuser sur tous les autres réseaux. Mais est-ce que t'es déjà à la recherche d'une nouvelle plateforme sur laquelle demain il pourrait y avoir des nouveautés? Bien sûr, moi j'aimerais être sur YouTube parce que je pense que mon contenu est... Tu vois, sur Instagram, t'as 3 minutes max dans un reel, sinon il te le propulse pas. Et moi c'est très chiant parce que je fais des contenus qui sont longs, qui sont structurés. Donc du coup, je sais pas si t'as remarqué, des fois mes vidéos elles sont en accéléré ou j'essaie de trouver un moyen pour que ça rentre dans le truc. Et je m'étais dit,
dit tiens j'aimerais bien faire sur YouTube, c'est juste que ça me fait un peu peur encore je pense YouTube. Ah ouais? Parce que ça paraît plus sérieux, il y a plus d'attente, tu peux pas juste faire un TikTok comme ça avec ton vieux micro à 4 € et ça passe tu vois. Donc là j'essaye de justement me lancer pour YouTube, donc pour le podcast justement que j'aimerais lancer, et en plus première vidéo YouTube que je voulais faire justement sur comment j'ai vécu moi ma dépression et quels ont été les facteurs biologiques, mécaniques, spirituels, sociologiques qui m'ont permis d'en sortir en fait. Et de vraiment faire une grosse vidéo. C'est ça, un blog qui explique ce que j'ai vécu pour permettre aux gens parfois de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Parce que des fois on se sent seul aussi dans ce qu'on ressent, donc c'est ça qui vient accabler le malheur. Mais de se rendre compte que regardez en fait, pour moi en fait c'est la comparaison qui fait l'humanité. Plus tu te compares avec les autres, plus tu te rends compte que t'as rien de spécial et qu'on traverse tous les mêmes peines et les mêmes difficultés à une échelle différente. Et tout un autre bloc du coup que j'ai appelé hardware et software. Donc hardware c'est vraiment notre biologie, comment fonctionne notre stress, comment fonctionne machin, le mode survie, etc. Et le mode software qui est plus le conditionnement. Enfin bref, là je sais pas si tu pourras cut. Non, mais c'est hyper intéressant, mais de ouf. Ok. Et donc du coup je voulais que ma première vidéo YouTube ce soit sur ça et qu'après je reprenne en fait le contenu que je fais déjà mais en version beaucoup plus élargie quoi. D'ailleurs tu disais juste un truc que sur les donc TikTok, Insta et autres, t'as des contenus qui sont courts. Est-ce que pour toi on peut avoir des contenus pertinents sans avoir la possibilité d'avoir la durée de donner suffisamment de matière? Oui, bien sûr, il y a des gens en 2-3 phrases, en 30 secondes, ils te résument ma vidéo. C'est juste que moi, c'est un peu mon côté un peu scolaire, tu vois. J'aime avoir une introduction, mais tu penses pas qu'il faut avoir ça, donner du contexte, apporter de la matière dans les réponses pour... Je pense aussi, mais souvent, on revient à tout à l'heure, les gens veulent une réponse instantanée. Ils veulent... En fait, à chaque fois, les gens ils me disent comment tu fais pour connaître autant de trucs, comment tu fais pour être autant éloquente. Et je leur dis, mais c'est pas... En fait, vous voulez lire un livre et vous pensez, oh, vous allez lire le livre et c'est bon, vous allez devenir Einstein. En fait, non, c'est de la patience et surtout de la récolte dans ton environnement et de l'observation. Et donc je pense que les gens aujourd'hui ils ont un peu de mal parce qu'en fait tu dois attendre pour comprendre plutôt que d'avoir direct un mec qui va te dire hey, tu savais qu'en 1935 il s'est passé ça nanana. Alors que moi je vais te dire il fut un temps dans un champ égayé naquit une trompette et en fait c'est long tu vois bien sûr. Mais moi je trouve que c'est plus fun, ça permet d'avoir tout le contexte et de justement pas avoir la réponse mais d'avoir les liens autour qui te permettent d'élucider en fait un peu le mystère et qui te permettent en fait de t'intéresser à 10 000 sujets en fait en même temps quoi. Et c'est quoi t'as un truc que t'as jamais dit à ta communauté sur Twitch ou ailleurs qui te définit? Je sais pas, est-ce que t'as un truc, des kiffs dont t'as jamais parlé mais qui sont... Je pense qu'en vrai, je dis à peu près tout, même les trucs les plus honteux. Par exemple, hier, on a fait un débat sur l'ascension de la pornographie dans la société et la répercussion. Et j'ai utilisé mon propre en disant que moi, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup d'hentai, tu vois. Et que ça... Donc moi, j'ai pas de problème du tout à parler de quoi que ce soit. Peut-être que si ça me revient, après, je te dirais ah et j'aurai la lumière qui s'allume et je te le dis. Mais là, j'ai rien qui... Je crois que j'ai presque... tout dit, tous les kiffs un peu bizarres, tout ce qui peut être considéré comme chelou, à chaque fois, je me dis peut-être que ça peut... Peut-être quelqu'un qui va relate, quoi. Ok. Voilà, même là, les vidéos que je vais faire, elles vont plus se centrer sur ça, sur des trucs qu'on a honte de parler, mais que moi, je me dis, allez, je me sacrifie parce que oui, t'as tellement de sujets dont on parle pas, mais qui sont dans l'inconscient collectif et commun à chacun. Moi, ce que je voulais faire, c'était les pensées intrusives, tu sais. Moi, par exemple, quand j'étais vraiment très mal dans ma vie, mon cerveau m'avait persuadé que j'étais un pédophile et que en fait, j'avais une attirance pour les enfants et tout. Et bref, c'était parti dans un truc où, tu sais, t'as l'impression qu'il y a un démon, bref, tu deviens complètement paranoïaque. Et je m'étais dit, ça, c'est des sujets que je pense personne n'ose parler parce que ils vont se dire attends mais t'es un pédophile, t'es trop bizarre. Moi je peux parler parce que je suis une fille, que j'ai un visage un peu juvénile et que je peux me permettre de dire ça. Mais j'aurais été toi, tout le monde se serait dit bon il essaye de nous dire que c'est un pédophile et il ose pas le dire, tu vois. Donc autant utiliser un peu le privilège de mon enveloppe un peu innocente on va dire pour parler de sujets que je pense que tout le monde a un moment à traverser où ton cerveau en fait est tellement en surcharge qu'il essaye de se persuader que t'es un monstre. C'est-à-dire que moi pendant la période où j'étais vraiment très triste, j'avais vraiment l'impression que j'étais Light Yagami quoi. Je sais pas si t'as la ref mais si, bien sûr. J'avais l'impression que j'étais un malade mental et en fait je voulais du mal et je savais même plus si ce que je pensais c'était vrai ou si moi-même je m'auto-manipulais aussi. Et je pense que de mettre des mots aussi sur ça, sur des trucs qu'on traverse mais qu'on est honteux, c'est hyper libérateur. Ça te et vu qu'aujourd'hui maintenant moi c'est bon, ça va mieux, je suis plus un pédophile, du coup ça va quoi. Tu peux en parler facilement. Voilà, c'est ça. Et le cinéma, est-ce que c'est un moment où tu vas... Ouais, le cinéma, moi de toute façon mon rêve de base c'était d'être actrice. Voilà, c'est ça. Et j'ai même une vidéo où... Parce qu'en plus je vais aller au Festival de Cannes. Donc j'espère qu'il y aura... prochaine non, oui, je crois que c'est la semaine prochaine. Parce que là c'est déjà là, mais j'y vais la dernière semaine, je crois, de mai. Et du coup j'espère qu'il y aura Jean Dujardin parce que du coup moi quand j'étais petite, j'étais en mode quand je serai grande, je ferai un film avec Jean Dujardin. Jean Dujardin, pardon. Et il est pas encore à la fin de sa carrière, donc je pense que je peux encore, je peux encore gratter. Mais le truc, c'est que vu que je suis qu'une vulgaire finalement influenceuse, il y aura tout ce débat de se dire ah mais vous avez vu les influenceurs, ils montent dans le truc du cinéma alors qu'ils ont pas le droit. Donc
J'aimerais être actrice, mais je pense que j'ai besoin de beaucoup grandir parce que l'acting, ça demande en fait vraiment de sortir de soi. Et même à l'époque médiévale, on considérait que c'était en fait des gens possédés par le diable parce qu'ils étaient capables d'incarner quelque chose d'autre. Et donc je pense qu'il faut que je grandisse, que je sois encore plus à l'aise avec ma vulnérabilité et plein de sujets. Et après, voilà. Et puis en plus, vu que je suis créatrice de contenu, si je veux créer mon propre mini-film et me mettre tous les rôles, ça tu le, voilà quoi. J'ai pas tant besoin d'avoir. Et ça c'est quand même ton endgame, si jamais oui, en vrai, ce serait un endgame, parce que c'est ce que je voulais quand j'étais enfant, et moi je veux juste réaliser tout ce que je voulais quand j'étais enfant, avant que la vie me fasse croire que c'était impossible en fait. Voilà. Right. Voilà. J'aime ça. Ouais. Et dernière question qu'on pose toujours, est-ce que tu as une citation qui est un peu ton driver, ton motto, qui te drive au quotidien? Ouais, j'en ai plusieurs. Ma préférée, même si je sais pas si elle va vraiment avoir beaucoup d'importance, c'est le corps n'est qu'un simple déguisement de l'âme. Et à quel point en fait ça met en avant que en fait le corps n'est qu'une matérialisation de l'âme et qu'en fait avec ton énergie tu peux vraiment créer une vie. Après j'aime aussi, comme je l'ai dit, celle de Nikola Tesla, qu'on n'est que fréquence et énergie, qui permet de comprendre notre lien avec le reste de l'environnement. Mais après, j'essaye de réfléchir à une citation en fait qui vise un peu quelque chose de positif. Quoi. Mais vas-y, cite-toi. J'en ai des citations, mais elles sont pas forcément. J'ai Aristote, l'homme est un animal social et politique, mais bon, parfait. C'est pas très. Pour terminer, c'est nickel. Finalement. Mais je pense que c'est ça. Le corps n'est qu'un simple déguisement de l'âme. Surtout que toute ma vie, moi, le corps, même si j'étais considérée dans les normes, c'était quelque chose que je rejetais. Je me trouvais horrible. Enfin, je n'osais même pas me regarder dans une vitre de voiture. Quoi. C'était arrivé à un point où je pouvais vomir, ou j'osais même pas parler aux gens parce que je me disais mais attends, ma peau elle est granuleuse, j'ai des pores, ça me dégoûte. Je me tapais, désolée, je parle de sujets très forts, mais j'étais tellement que je me tapais la tête, je m'arrachais les cheveux, j'arrivais à un point où je mangeais rien. Je me disais il faut que je sois cette mannequin Victoria's Secret. Et en grandissant tu te rends compte que le corps c'est qu'un déguisement de l'âme. En fait. Le corps c'est pas ça qui va. Il n'y a rien qui a changé dans mon physique entre aujourd'hui et il y a quelques années, mais c'est juste l'énergie qu'il apporte. Bien sûr. Et en fait, c'est ça le plus important. Et à chaque fois, aujourd'hui, les problématiques, c'est oui, mais les meufs, elles veulent un gars riche, musclé, nanani, moi, je suis pas ça. Sur les réseaux, faut être... ils essayent de se trouver des alternatives au corps, alors que le corps n'est qu'un substitut, en fait. C'est pas lui qu'on voit en premier. Et je pense qu'il faut que les gens se rappellent qu'une âme, sa beauté, elle est infinie, elle est éternelle. Elle dépasse les terres et les courants, alors que le corps, il a sa date de péremption, quoi. Donc, c'est pas sur lui que tu vas devoir t'assimiler. Donc, je dirais que c'est celle-là ma préférée. Voilà. Et est-ce qu'il y a un truc en 2026 là, qui va arriver, modulo le podcast que tu vas lancer? Ouais, j'aimerais bien. Après, là, j'aimerais bien me lancer dans des trucs vraiment concrets. J'attendais d'atteindre une certaine stabilité, mais de me lancer sur YouTube, de me lancer sur ça, d'avoir un emploi du temps chargé, un peu comme les célébrités. Tu sais, à 7h, t'as une interview, à 8h, t'es en tournage. Parce que moi, je trouve du bonheur dans la productivité. Donc, j'essaye de... Mais il faut quand même, attention, à faire des pauses de temps en temps. Faut pas non plus se surcharger. Parce que moi, j'étais arrivée à un moment où tellement je me surchargeais que je tombais malade tout le temps. Et que je m'en voulais parce que je me disais depuis que t'es créatrice. Ouais, parce que des fois d'enchaîner des streams de 5 heures où tu parles 3 jours d'affilée et en même temps tu fais ça et tu te lèves machin, je tombais tout le temps malade et du coup je me rappelle, je m'en voulais et tout, je me disais non, mon corps il suit pas mon âme, mais le corps il a aussi besoin tout est une question d'équilibre quoi. Faut pas non plus se... Parce que moi, j'arrivais à un point où si je ne me tuais pas à la tâche, ça veut dire que je faisais pas un bon travail. C'est ce qu'on nous apprend aussi aujourd'hui avec les conséquences du capitalisme, que je ne rejette pas nécessairement constamment, mais il y a quand même des petits points qui font que ça gâche un peu notre vie. Clairement, c'était une de mes questions, mais il y en a beaucoup, mais sur le capitalisme, et qui s'en fera un deuxième épisode. Super. Et donc pour terminer, juste, c'est quoi ton objectif concret sur les réseaux? Moi, je dirais que mon objectif, c'est d'être une personne qui personnifie, en fait, l'idée de libération. Je trouve que quand on grandit, justement, on associe maturité avec le fait d'être gris et qu'on perd un peu cette lueur. Et je me dis que mon sacrifice, c'est de montrer aux gens qu'on peut être intelligent et être considéré comme sérieux et légitime de ses propos et être un peu bacaille, faire des roues et patauger dans du slime, et qu'en fait, ça ne change rien et que les gens n'ont pas à devoir rejeter cette partie-là d'eux. Jung appelait ça justement l'ombre, une part de nous qu'on rejette, de honte, de culpabilité, etc. Et si on apprenait aux gens qu'en fait, c'est un peu comme de la mana, que cette mana, elle peut s'utiliser un peu comme sur LoL, il y a des persos qui ont besoin de cette mana qui est intérieure et qui se crée aussi par le mouvement, comme Vladimir, un perso qui a besoin d'envoyer des spells pour se recharger. Et du coup, je pense que moi, mon but, c'est d'incarner cette libération, quitte à ce que ça me sacrifie, quitte à ce que les gens essayent de me mettre au plus mal, ça changera rien, déjà parce que j'ai vu beaucoup de célébrités grandir et qu'ils ont tous un peu perdu leur lumière. Ouais. Selena Gomez, moi, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, Ariana Grande aussi, Michael Jackson. En fait, les gens, le mal a réussi à prendre le dessus, et moi, le but, c'est de rester vraiment cette armure à plat, et que même si les gens ils m'envoient leur j'essaye juste de me dire que c'est des gens qui ont
en reprenant l'allégorie de la caverne, qui ont tellement vécu dans le noir qu'ils sont pas habitués à la lumière en fait, et que ça leur fait mal aux yeux, et que c'est pas quelque chose à rejeter. Aujourd'hui, on voit une montée du sexisme, du racisme, des discriminations, mais je pense qu'on est trop dans une compétition à vouloir prouver aux gens qu'ils ont tort, alors que des fois c'est un héritage culturel, des fois c'est la manière dont tu as été élevé. Et moi, mon but, c'est de rassembler tout le monde, de faire comprendre des messages de manière simple, subtile, sans utiliser d'agressivité ou sans utiliser de moyens de discours en fait pour prouver quelque chose, mais de juste tous ensemble nous réunir autour d'un point qu'on a en commun, juste notre humanité en fait. Voilà. J'ai trop kiffé. Trop bien, trop bien. Avec toi, je pense qu'on a le droit à un petit... Ouais, ah oui, hop, cac, brrr. Et mille merci, on donne de la force de partout, on enverra la vidéo sur à Squeezie de ouf. Ouais, Est-ce que t'as envie de faire une roue ou pas? Ouais, pour terminer. J'ai un short, mais je sais pas si c'est bizarre après. Attends, parce que t'as tes mecs sur tes sites qui vont faire des zooms ils vont retrouver mon petit bout de touch qui dépasse en vrai, donc non. Je vais juste faire la caméra ici, je vais juste faire Squeezette. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Bravo Lola, trop bien. C'était trop bien les questions.